Bonjour à tous déjà, bienvenue. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Olivier Glou, vice-président de la CEA. Et donc je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à Paris pour cette conférence sur IRSI, un an après. J'ai dit à Paris, mais en fait on n'est pas tout à fait à Paris parce qu'on est également dans toutes les régions de France, vu qu'on a un lien streaming qui nous permet d'être diffusé dans nos différentes régions CEA. Et donc voilà, on est à peu près 600 aujourd'hui réunis. Là c'est 574, mais c'était à vendredi soir et les experts s'inscrivent au dernier moment, donc j'ai bon espoir qu'on soit au moins 600. Avant de commencer, quand même pour vous présenter nos invités, donc nos invités, déjà Anne-Sophie Roussel-Truffy, responsable risque, habitation et outre-mer de la Fédération française de l'assurance, Anne-Sophie qui est ici à gauche. Sophie Barreto, directeur de GCA, Gestion des conventions d'assurance. Donc à sa droite de mon côté, voilà. Et pour la CEA, Michel Lefebvre, donc directeur de la formation CEA, et Laurence Bernard-Granger pour représenter les experts et les assistants d'experts. On a en effet voulu que cette conférence soit pour les experts, mais également pour les assistants. J'en profite parce qu'au niveau notamment des experts, je ne suis pas sûr qu'il y ait que des experts CEA dans la salle. Donc je vais parler un petit peu de la CEA très rapidement. Donc la CEA est organisée en 10 régions, France entière, un bureau, un COMEX et des directions opérationnelles. Elle vous plaît cette diapo. Donc l'objet de la CEA, c'est véritablement, alors il y en a différents autres, mais le point important, c'est quand même de représenter et promouvoir notre métier d'expert. Donc avec force, cohésion, etc. qui s'affiche, mais il faut véritablement de promouvoir ce métier, évidemment formation, mais également se faire connaître. La CEA est en relation régulière, évidemment avec la FFA, avec le GCA. Elle travaille avec la QC, CNPP, MRN, Mission des risques naturels, si les gens ne savent pas, AQC, Agence Qualité Construction, FSE pour les réseaux d'experts, l'AMRAE pour les risques managers, évidemment les consommateurs et les différentes associations de consommation. Bien sûr, la CEA est présente également en Europe avec la FWEDI. Aujourd'hui, la CEA, c'est environ 1000 experts qui animent différents comités techniques professionnels et qui publient également une revue professionnelle intitulée L'Expert que vous voyez en bas du slide. La CEA fait également bien d'autres choses, mais voici des missions importantes. On publie également des revues. Je vois qu'on a mis dans le slide la responsabilité civile pour les experts. Donc ça, c'est une revue qu'on vient de remettre à jour. Donc je vous invite à la lire, elle est particulièrement intéressante. Donc évidemment, on est aujourd'hui ici pour parler de la convention IRSI. IRSI, c'est les dossiers de masse, notamment des experts plutôt de fréquence. Mais l'expertise, c'est certes IRSI, il faut qu'on soit bon, il faut qu'on s'améliore, mais c'est également plein d'autres choses. Et je vous propose de voir un petit film tout de suite. Normalement. Voilà pour ce petit film très rapide. Tout ça pour dire que notre métier d'expert est particulièrement varié. C'est un métier évidemment passionnant
et que nous avons besoin de vous tous, experts, pour nous aider à valoriser notre métier et à le promouvoir. Donc, rejoignez la CEA, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Ouais, je ne sais pas si je suis un bon recruteur, mais voilà, on parle un peu de ça. Une petite info également pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet de notre convention d'aujourd'hui, et notamment pour les gens qui sont en région, il y a possibilité de poser des questions en direct. Donc j'affiche ici le slide pour poser des questions. Il faut se connecter à l'application http://irci.expert-cea.com avec le mot de passe IRCI 2019, mais ça normalement l'information a dû être donnée dans les différentes régions et donc qui permet de poser des questions. On en reviendra après pour y répondre en direct et nous prendrons évidemment les questions de la salle s'il y en a pour essayer de répondre à celles qu'on peut répondre. Pour rentrer dans le vif du sujet de notre conférence aujourd'hui, donc le sommaire et les différents sujets que nous allons développer avec vous. Tout d'abord, une présentation générale de la Convention. S'en suivront les points essentiels. Nous regarderons ensemble les apports de la Convention IRCI, également les difficultés rencontrées par les assureurs et les experts. Nous ferons un petit focus sur le rapport d'expertise commun et nous regarderons avec la FFA et le GCA les prochaines étapes pour cette Convention IRCI. Et nous finirons avec les questions-réponses dont je vous ai parlé juste avant. Avant de conclure, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec la présentation générale et je demande à Anne-Sophie Roussel-Truffy, responsable risque habitation outre-mer, de bien vouloir prendre la parole. Je vous laisse la main. Merci. Merci. Bonjour. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter de manière très générale la convention IRCI, que je pense que vous connaissez. Juste un petit élément de contexte sur cette convention, puisqu'elle a été... les travaux avaient commencé déjà depuis de nombreuses années et il y avait eu beaucoup de difficultés entre assureurs à trouver des solutions. C'est vrai que je pense que le rapprochement de la FFSA et du GEMA, donc dans cette nouvelle fédération qu'est la FFA, a sûrement permis d'aboutir à cette nouvelle convention de compromis qui a été validée en fait il y a déjà un petit moment puisque c'était en décembre 2017. On avait pris le parti de laisser un temps en fait pour la formation et pour l'information de cette nouvelle convention, puisque ça faisait quand même plus de 30 ans qu'il y avait la CIDR qui s'appliquait. Et donc elle est entrée en application au 1er juin 2018. Cette convention, au départ, il y avait une vision, voilà, il y avait une idée de refonte globale. Finalement, on s'est limité dans un premier temps, et j'en parlerai après de cette première étape, mais au sinistre, en fait, dégâts des eaux et incendies inférieurs à 5 000 € hors taxe. Les deux objectifs principaux de cette convention et des travaux qui ont été menés pendant toutes ces années, c'était de rendre un meilleur service à l'assuré, donc ça je pense que c'est un objectif très important dans cette nouvelle convention, et également de simplifier la gestion des sinistres, puisque c'est aussi l'objectif des conventions entre assureurs. Comme je le disais avant, l'idée c'était de faire une convention en 2 étapes. Alors depuis le 1er juin 2018, voilà, la première étape est lancée. La deuxième étape, j'ai pas de date pour cette deuxième étape, il faut un temps d'observation. L'idée, c'était dans cette première étape, déjà de lancer la convention, de pouvoir répondre aux objectifs fixés par la profession, de pouvoir également analyser des éléments chiffrés qu'on n'avait pas au moment où on faisait les travaux et que les assureurs avaient du mal à avoir. Et donc, normalement, pour une partie, devrait ressortir des rapports d'expertise communs. Et également d'analyser le fonctionnement de cette convention, parce qu'il y a quand même des principes et des mécanismes qui sont très différents, donc de voir effectivement si tout cela fonctionne bien, et si éventuellement il y a besoin de les faire évoluer ou d'élargir la convention. Je vous laisse faire dérouler les slides. Oui. Ah, pardon. Voilà, j'ai pas vu. Excusez-moi. Donc ça sera une réflexion après à poursuivre en fonction du bilan qui sera fait de cette première étape. On s'était donné 2 ou 3 ans, ça sera peut-être 4 ans, on verra en fonction des réflexions en cours. Du coup je vous laisse un tout petit peu si vous voulez le voir.
Alors, sur les principes généraux de la convention IRSI, déjà, elle désigne un assureur gestionnaire unique par local. Donc ça, c'est quand même une nouveauté, qui est un assureur qui va gérer le sinistre dans le local. Grande nouveauté aussi de la convention et dans les principes, c'est qu'elle organise les modalités de la recherche de fuite. C'est vrai que c'est la première convention qui organise les modalités de recherche de fuite. Et ça, c'est un élément très important aujourd'hui. Également, elle organise l'expertise pour compte commun, également grande nouveauté. Je ne rentre pas dans le détail, Michel rentrera un peu plus dans le détail après. Elle désigne l'assureur qui prend en charge les dommages, ça c'est assez classique pour les conventions entre assureurs, et elle encadre les recours également entre assureurs. Les mécanismes maintenant de la convention, donc c'est vrai que c'est une convention qui va jusqu'à 5 000 €. Par contre, elle est divisée en deux tranches. Il y a une première tranche qui correspond un petit peu à ce qu'était la CIDR avant, qui va jusqu'à 1 600 €. Et une tranche, on va dire, là, qui est vraiment très simple pour le sinistré, avec une prise en charge globale par l'assureur gestionnaire et un abandon de recours. Donc c'est une tranche qui, normalement, qui doit aller beaucoup plus vite et qui est assez simplifiée. La deuxième tranche qui comprend les sinistres entre 1 600 et 5 000 €. Alors c'est là où on intègre l'expertise pour compte commun, à l'initiative de l'assureur gestionnaire, donc c'est cette tranche particulièrement qui vous concerne, une prise en charge selon la propriété des biens, et un recours au coût réel, et sur la base d'un barème. Ça aussi, c'est une grande nouveauté, le barème de répartition. Alors avant de passer, je reviens juste en arrière, avant de passer, j'avais quand même quelques chiffres à vous donner. Alors c'est des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions, parce qu'ils correspondent finalement aux 6 premiers mois d'entrée en application de l'IRSI. Donc on le verra, et au moment où Sophie présentera le REC, on verra qu'il y avait une montée en puissance. Donc c'est difficile de tirer beaucoup de conclusions sur ces chiffres, mais ceci dit, je pense que ça peut être intéressant pour vous de les avoir et de voir un peu ce que donne cette entrée en vigueur de l'IRSI. Donc ça correspond finalement de juin à décembre 2018. Le poids des sinistres dégâts des eaux IRSI pour cette période représenterait 46% des sinistres dégâts des eaux sur ce second semestre. Alors nous, ça nous semble peu, mais par contre, c'est ce que je disais, c'est que c'était sur des sinistres clos, donc forcément, comme elle a eu un peu de mal à démarrer, peut-être que effectivement, c'est pas tout à fait représentatif. En tout cas, sur ces 46%, il y aurait 88% des dossiers qui seraient en tranche 1 et 12% en tranche 2. Là, par contre, je pense que c'est exact. Enfin, il faut aussi les prendre avec beaucoup de précaution, parce que la tranche 1 est allée assez vite, je pense, était plus simple, alors que la tranche 2 a mis sûrement plus de temps à se mettre en place. Donc voilà, c'est à prendre avec précaution, mais on est dans une proportion quand même assez... nous, qui nous étonne. Après, je ne sais pas, vous pourrez nous dire si ça vous étonne également. Sur les sinistres incendies, les sinistres IRSI représenteraient 13% des sinistres incendies. Et là aussi, il y a une majorité des sinistres incendies qui seraient en tranche 1, mais avec les mêmes réserves que celles faites tout à l'heure. Ça serait 64% en tranche 1 et 36% en tranche 2. Voilà, pour les premiers éléments qu'on a, avec toutes les réserves qu'on peut faire, mais c'est intéressant déjà d'avoir des premiers chiffres. Pour le détail, je vais laisser la place à Michel. Voilà, je vous remercie d'accueillir donc Michel Lefebvre, directeur de la formation à la CEA, pour les points essentiels sur la convention IRSI. Mais alors, mon objectif n'est pas de rebalayer toute la convention, comme on a pu le faire il y a un an, enfin un peu plus. Là, c'est plutôt d'insister sur les points qui paraissent essentiels, et notamment qui sont en rupture avec les précédentes conventions. Alors, puisque l'objectif, c'était effectivement de rendre un meilleur service, de simplifier la gestion, pour ça, il fallait, et c'était vraiment une des priorités pour les assureurs, avoir un seul interlocuteur, que l'assuré, celui qui a subi les dommages, donc la plupart du temps l'occupant qui est le plus directement concerné, l'occupant du local sinistré, qu'il n'ait pas plusieurs interlocuteurs, comme ça pouvait même se faire en CID pour des tout petits sinistres, avoir un expert pour le propriétaire, un expert pour l'occupant, éventuellement même pour des sinistres pas très importants qui dépassaient la CID, avoir en plus une contradictoire. Donc l'objectif, c'était vraiment que le lésé ne rencontre qu'une seule fois, n'ait qu'un seul interlocuteur, et si possible en un seul rendez-vous ou contact.
Donc le principe retenu a été le principe qu'il y ait un seul assureur gestionnaire. Donc l'assureur, dans la plupart des cas, sauf les cas particuliers, l'assureur de l'occupant du local sinistré, puisque c'est lui qui est en première ligne, qui est le plus concerné par le sinistre. Et si cet assureur missionne un expert, qu'il n'y ait qu'un expert qui intervienne donc dans ce local sinistré pour tous les dommages, et que donc l'occupant n'est pas un expert qui intervienne pour ces dommages, un expert pour le propriétaire, et qu'il ait affaire à plusieurs expertises. Donc ça, c'est le premier principe. Un seul assureur gestionnaire qui va donc chiffrer la totalité des dommages et, dans la mesure du possible, déterminer les causes du sinistre. Donc l'expert qui interviendra, il interviendra pour compte commun. Donc c'est un peu la difficulté, je pense, que vous avez pu être amené à rencontrer. C'est que bien sûr, l'expert interviendra pour l'assureur qui l'aura missionné, l'assureur de l'occupant, donc dans la très grande majorité des cas, mais qu'il interviendra aussi pour un assureur qu'il ne connaît pas, puisqu'il va chiffrer tous les dommages pour tous les assureurs concernés. Alors, dans les conventions précédentes, on avait un RAP, qui était un règlement d'application pratique, qui donnait un peu des explications sur comment ça devait se passer un peu plus en pratique. Là, on n'a pas de RAP dans la convention IRSI, mais on a une annexe, l'annexe 4, qui nous concerne directement, puisqu'elle précise les modalités d'expertise. Comment s'organise l'expertise, qui on doit convoquer, comment on doit convoquer, qu'est-ce qui doit se passer dans la réunion d'expertise, quel est le rendu de cette mission d'expertise, donc le REC, le fameux REC, le rapport d'expertise commun, sur lequel on reviendra. Et puis, quels sont les délais, bien sûr, à respecter pour ces différentes étapes. Et puis, cette annexe 4 prévoit aussi un certain nombre de problèmes qui peuvent s'opposer, de dépassements, de causes qui s'avèrent hors IRSI, ou enfin bon, de sortie de la convention IRSI, et comment ça doit se passer dans ces situations-là. Alors, ça ne servait à rien de faire une expertise unique avec toutes les personnes concernées. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser dans la slide précédente, dans les 2 slides précédents, j'ai employé le terme lésé. Alors, il faut le préciser quand même, on n'a pas le droit. J'ai pris une liberté, je fais gronder. Donc vous avez capté qu'on ne parle plus de lésés, on parle de personnes ayant subi des dommages. Mais bon, là, par simplification, j'ai utilisé le terme lésé. Mais donc la convention IRSI n'emploie pas le terme lésé, qui était le terme qui était utilisé abondamment par les autres conventions. Donc, si on a un expert qui intervient pour compte commun, mais que on continue à faire des expertises contradictoires, ça n'a aucun... Voilà, le but de simplification, d'accélération n'est pas rempli. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi, très important, supprimer les expertises contradictoires avec les délais incompressibles qui s'accompagnent. Donc là, donc, on a vu que la convention IRSI prévoyait 2 tranches. Donc pour la tranche 1, qui est comparable un peu à la CITRE, donc pas de problème, la solution est simple, c'est l'abandon de recours. Là, on est dans un domaine connu. Pour la tranche 2, là, il n'est pas question d'abandon de recours, mais si on fait des recours, il ne faut pas qu'il y ait de contradictoire. Donc la solution, c'est que l'expert pour compte commun soit non seulement l'expert pour compte commun de toutes les personnes ayant subi des dommages, et aussi l'expert de l'assureur, du responsable. Donc cet expert pour compte commun, il va intervenir non seulement pour toutes les personnes ayant subi des dommages, mais aussi pour le responsable. Il va vraiment intervenir pour tous les assureurs concernés dans le local pour lequel il est missionné. Donc l'optique par rapport aux conventions précédentes qui étaient centrées sur le lésé va se déplacer sur le local. On est missionné pour un local et non pas pour un lésé. Et on va intervenir pour toutes les personnes concernées concernant ce local. Donc l'optique est changée, on passe de l'optique du lésé à l'optique du local, et donc ça va avoir une influence directe sur l'appréciation des seuils. Avant, les seuils s'appliquaient par lésé, mais maintenant, comme on ne raisonne plus par lésé, on ne va plus raisonner pour les seuils aussi par lésé, mais puisqu'on intervient par local, on va raisonner par local. Donc l'appréciation des seuils, et ça je pense que c'est une des révolutions les plus importantes de la Convention, et peut-être une difficulté les plus importantes pour vous, c'est que effectivement on va raisonner par local, et donc on va agglomérer tous les dommages et les frais afférents, on verra un petit peu plus loin ce qu'il faut entendre par là, pour apprécier ces seuils de 1 600 et 5 000 euros.
Donc là, c'est effectivement quelque chose qui est un peu révolutionnaire, hein, et qui, je ne sais pas si ça vous a posé des problèmes, mais on imagine que voilà, ça fait une différence importante par rapport à ce qui existait avant. Alors même si les dommages immatériels ne rentrent pas dans ces plafonds de 1 600 et 5 000 euros, ils sont aussi prévus par la Convention, et là aussi, on agglomérera tous les dommages immatériels subis par les différentes personnes concernées par un même local. Voilà. Et donc, on verra ensuite que pour la simplification des recours, on aura le barème en plus qui va intervenir. Alors, cette convention, hein, donc, qui est une convention comme toutes les conventions entre assureurs, elle ne peut marcher que si les problèmes ne se posent qu'entre assureurs. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les assurés qui viennent interférer dans les problématiques de recours de prise en charge. Donc, il y a un point très important, hein, c'est que il faut essayer d'évacuer les intérêts des assurés. Et évacuer les intérêts des assurés, ça veut dire qu'ils n'ont pas de découvert, hein, ils n'ont pas de reste à charge. Et que les préjudices étant intégralement pris en charge par les assureurs, la Convention peut s'appliquer pleinement et on n'aura pas de perturbations liées au fait que un assuré ayant un reste à charge, il va être amené à vouloir faire des recours, alors en faisant des contradictoires, etc. Hein. Donc l'important, pour que la Convention puisse fonctionner, il est essentiel que, si possible, hein, les assurés soient indemnisés en totalité. Alors pour ça, il y a deux choses, c'est les réputés, c'est la notion de réputé garantie qui est extrêmement large dans la Convention RC. Je pense que c'est vraiment un point capital, c'est-à-dire qu'on a voulu faire en sorte que l'assuré n'ait a priori pas de découvert. Alors, ça marche pas à 100%, mais c'est quand même on va très loin, puisque on va réputer tous les dommages matériels garantis, et donc pour les dommages immobiliers et embellissements en valeur à neuf sans aucune limite. Hein, donc ça c'est aussi, on avait déjà cette notion dans la cidre, mais c'était limité à 25%, là c'est sans aucune limite. Donc il n'y aura plus de découvert pour vétusté, sauf en contenu. Hein, c'est le dernier petit point qui reste, hein, les découverts sur contenu. Bon. Mais tout ce qui est dommages immobiliers embellissement, qui est l'essentiel, hein, des dommages a priori, sera sans aucune restriction. Autre point important de ces réputés garantis, c'est tout ce qui est frais annexes, donc qui sont appelés dans la Convention frais afférents. Là aussi, on veut que, a priori, les assurés soient indemnisés intégralement, donc on va réputer garantis des frais annexes. Alors là, c'est pas en illimité, hein, c'est pas complètement open bar. Il y a une restriction, c'est qu'on a une liste limitative de ces frais annexes, mais elle est quand même assez large, et a priori, ça laisse pas grand-chose en dehors. Et le dernier point important sur ces réputés garantis, c'est les événements. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas une liste limitative comme on avait dans la cidre, des événements qui relèvent de la garantie dégâts des eaux. On a une formule en tout risque sauf, où tout ce qui est dégâts causés par l'eau ou tout ce qui est incendie est réputé garanti, sauf un certain nombre d'exclusions. Alors en dégâts des eaux, c'est des exclusions classiques. En incendie, c'est un peu plus large. Bon, il y a des exclusions qui peuvent ne pas être négligeables, puisqu'on exclut par exemple tout ce qui est feu de forêt, tout ce qui est chute de la foudre, et puis les incendies de véhicules. Mais on a quand même une formule tout risque sauf qui est a priori plus large que ce qu'on pouvait avoir avant. Alors, la recherche de fuite. Alors la recherche de fuite, les assureurs ont enfin réussi à sauter l'obstacle, hein, puisque devant lequel ils avaient bloqué systématiquement jusqu'à maintenant, hein, puisque toute la recherche de fuite était en dehors de toutes les conventions, mettait en dehors la recherche de fuite, et c'était un peu débrouillez-vous, faites des recours, des cumuls, chamaillez-vous pour qui va prendre en charge ou pas prendre en charge. Donc, dans votre vécu, vous aviez l'expérience, hein, de situations qui étaient assez difficiles à gérer. Donc les assureurs ont pris le problème à bras-le-corps, et donc ils ont décidé, hein, de d'abord réputer garantie la recherche de fuite, hein, pour qu'il n'y ait plus de discussion, je garantis pas, et puis ensuite, pour qu'il n'y ait pas de discussion non plus, je garantis dans certains cas, puis pas dans d'autres, pour qu'on ait une définition commune et que tous les assureurs soient réputés garantir la recherche de fuite dans les mêmes conditions. Bon, alors je vous ai remis la définition, je ne vais pas vous la relire. Le point important, c'est que c'est plus qu'une recherche de fuite, hein, puisque c'est plus une recherche de cause, hein, puisqu'on va inclure les recherches d'infiltration.
La convention prend le soin de préciser que sera assimilé à une recherche de fuite le passage en apparent. Bon, alors on ne vous dit pas qu'il faut payer à 100%, hein, puisqu'on vous dit par ailleurs la réparation est exclue. Hein, donc ça vous laisse encore le loisir de discuter, dans le cas de passage en apparent, de la part qui est de la réparation et la part qui est de la recherche de fuite. Il faut avoir encore un petit peu de quoi s'amuser, sinon c'est pas drôle. Bon, mais il y a eu, je pense, des discussions sur la réparation, mais bon, les assureurs il n'y a pas unanimité pour prendre en charge la réparation, même si en réalité c'est souvent une part pas forcément très importante. Hein, donc on exclut toujours la réparation. Alors une fois qu'on a posé ce préalable de c'est réputé garanti et réputé garanti de la même manière pour tout le monde, il y a deux questions qui se posent, bien sûr. C'est qui met en œuvre, qui prend l'initiative, qui est censé prendre l'initiative et qui prend en charge. Alors, pour la mise en œuvre, je pense que ça fait l'objet de discussion, notamment entre les experts et les assureurs, parce qu'il n'y avait pas franchement... La solution retenue par les assureurs n'enthousiasmait pas franchement les experts, mais bon, les assureurs ont souhaité maintenir quand même leur point de vue, hein, c'est-à-dire que pour eux, la recherche de fuite devait être mise en œuvre par l'assureur gestionnaire. Hein. Donc au niveau de cette recherche de fuite, c'est le point important, c'est à l'assureur gestionnaire, donc à l'assureur de celui qui a subi les dommages, de mettre en œuvre la recherche de fuite. Alors quand c'est dans le local sinistré, pas de problème, c'est logique. Quand c'est en dehors du local sinistré, là, c'est plus compliqué. Hein. Je pense que en un an, vous avez eu le temps de rencontrer le problème. Hein. Donc, les assureurs ont admis qu'effectivement, il fallait prévoir un certain nombre de cas où ce principe ne pourrait pas s'appliquer. Hein. Donc, c'est ce que la Convention a qualifié de situation de blocage. Et donc, la Convention admet dans ce cas-là que si l'expert pour compte commun missionné par l'assureur gestionnaire est dans une situation où il ne peut pas aller plus loin et pas aboutir, à ce moment-là, il va transmettre la recherche de fuite à l'assureur de l'immeuble. Alors, ces situations de blocage, c'est pas au bon vouloir de l'expert pour compte commun de dire j'y arrive pas, hein, hop. Ces situations de blocage sont prévues, hein, donc une liste limitative des situations de blocage. Hein. Impossibilité de recherche infructueuse, impossibilité d'accès, nécessité de recherche destructive dans un local autre que le local sinistré, hein, et puis pluralité de locaux sinistrés. Alors c'est pas parce qu'il y a 3 sinistrés que faut systématiquement écrire au syndic pour lui dire faites une recherche de fuite. Hein. Ça ne dispense pas l'expert de faire un minimum d'investigation. Mais si ces investigations sont infructueuses, à ce moment-là, c'est mieux que plutôt chacun dans son coin missionner une recherche de fuite. Hein. S'il y a 3 lésés, on saisit le syndic et on lui explique gentiment que c'est à lui de s'en occuper. Alors, d'après les retours que j'ai eus, effectivement, on verra, il semble que ce ne soit pas toujours évident. Hein. Sachant que j'ai eu un retour autre aussi, hein, qui est de dire, paraît-il qu'il y a des syndics qui se plaignent, qui sont saisis trop souvent. Hein. Bon. Donc là, il y a un équilibre qu'il faudra trouver. Alors sur la prise en charge de la recherche de fuite, donc le principe c'est qu'elle incombe à l'assureur gestionnaire, donc l'assureur qui a missionné l'expert pour compte commun. Alors si on était en situation de blocage et qu'on a demandé au syndic de faire cette recherche de fuite, à ce moment-là, c'est à l'assureur de l'immeuble de prendre en charge cette recherche de fuite. Et il y a une troisième possibilité qui doit être qui est une hypothèse, je pense, assez fréquente, c'est qu'il y ait une recherche de fuite qui soit intervenue avant que l'assureur gestionnaire soit saisi. Et donc que vous soyez missionné. Donc dans ce cas-là, ce que la Convention appelle des investigations préalables, c'est à l'assureur de celui qui a initié ces investigations préalables de prendre en charge cette recherche de fuite. Sachant qu'elle peut ne pas avoir abouti et qu'il faudra en engager d'autres derrière. Alors, autre point important, c'était un des objectifs. L'objectif, bien sûr, c'était la simplification pour l'assuré, pour le lésé, mais il y avait aussi un autre objectif qui était visé par les assureurs, qui a peut-être été d'ailleurs un point sur lequel il y a eu de nombreuses discussions qui ont fait que la Convention a tardé à sortir. C'était effectivement de rééquilibrer entre assureurs la prise en charge des dommages, notamment dans les sinistres en copropriété. Dans les sinistres en copropriété, il y avait un grand absent, c'était l'assureur du copropriétaire non occupant.
hein. Lui, il avait vraiment qu'un rôle subsidiaire ou complémentaire au cas où il y avait un problème sur le contrat de l'immeuble, mais sinon, il n'avait pas vocation à intervenir du tout, hein, puisque même si son assuré lui demandait, il avait une action remboursement derrière. Donc les assureurs, notamment à la suite de difficultés qu'ont eu les copropriétés à s'assurer, parce qu'effectivement, elles avaient la totalité, enfin une très lourde charge de sinistre, hein, les assureurs ont souhaité rééquilibrer, donc faire rentrer dans le jeu l'assureur du CNO, à la fois en dommages et en responsabilité. Donc en dommages, la nouveauté, c'est que l'assureur du copropriétaire non occupant donc interviendra pour les dommages aux parties immobilières privatives, hein, qui étaient avant pris en charge par l'assureur de la copropriété. Et bien sûr inclus dans ces parties immobilières privatives les aménagements, enfin les embellissements, appartements aux copropriétaires non occupants. En responsabilité, on le verra, l'assureur du CNO pourrait être amené à intervenir si le sinistre, alors en dégâts des eaux, hein, uniquement, mais si le sinistre a pour origine une installation privative et que la cause n'engage pas la responsabilité de l'occupant, alors on verra comment ça s'articule tout à l'heure, à ce moment-là, l'assureur du CNO sera amené à intervenir en responsabilité et à subir les recours. Voilà. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de CNO qui ne sont pas assurés. La loi Allure leur a fait obligation d'assurer leurs responsabilités. Alors, il y en a qui sont assurés qu'en RC et d'autres, il y en a qui ne sont toujours pas assurés. Donc la Convention a prévu ces deux cas, hein, en disant ceux qui ne sont assurés qu'en RC sont réputés être assurés aussi en dommages, donc ils interviendront comme si c'était un contrat normal. Donc les assureurs doivent plus avoir trop intérêt à souscrire ce genre de contrat. Et si le copropriétaire n'est pas assuré du tout, hein, à ce moment-là, c'est l'assureur de l'immeuble qui interviendra par subsidiarité. Alors pour que ça marche, alors c'est pour le copropriétaire qui soit occupant ou non. Enfin les copropriétaires occupants, je pense qu'il n'y en a pas trop qui ne sont pas assurés. Et pour que ça marche, bien sûr, il faut que les contrats immeubles, soit copropriété, soient réputés garantir les parties immobilières privatives et les embellissements du copropriétaire. Les parties immobilières privatives et les frais afférents qui vont avec. Hein. Et les recherches de fuite, bien sûr. Par contre, pour les embellissements du copropriétaire et son mobilier, hein, il n'y a pas de réputé garantie. Le réputé garantie ne porte que sur les parties immobilières privatives. Alors, si dans la pratique, enfin d'après moi un certain nombre de remontées que j'ai eues, le problème c'est que le CNO, on le convoque, il ne vient jamais, on n'a pas ses coordonnées, etc. Donc il arrive effectivement souvent qu'on n'ait pas les coordonnées d'assurance du CNO, donc l'assureur de l'immeuble est obligé d'intervenir par subsidiarité, alors que le CNO est potentiellement assuré. Donc si les assureurs ont été amenés à nous confirmer, hein, que dans le cas où effectivement l'assureur de l'immeuble est intervenu, mais qu'on arrive quand même à avoir les coordonnées de l'assureur du copropriétaire non occupant, à ce moment-là il y a une action en remboursement contre l'assureur du CNO. Par contre, ça n'a pas un grand rapport, mais j'en parle quand même au passage, parce que c'est une question qui est revenue effectivement à l'origine assez souvent, c'est s'il n'y a pas, pour les petites copropriétés qui n'ont pas d'assureur de la copropriété en tant que telle, où chaque copropriétaire garantit sa part dans la copropriété, s'il n'y a pas d'assureur global de la copropriété, les parties communes, elles ne sont pas assurées deux fois, donc s'il n'y a qu'un seul assureur, c'est cet assureur-là, c'est ces assureurs-là qui paieront, donc IRSI ne s'appliquera pas, hein, puisqu'il faut qu'il y ait deux assureurs concernés, IRSI ne s'appliquera pas sur les parties communes, pour ces copropriétés qui n'ont pas un contrat comme tel. Donc ça, c'est un peu comme dans la SIDCOP. Voilà pour le... Alors, dernier point novateur sur lequel je voulais revenir, c'est le barème conventionnel. Donc je vous ai mis un petit comparatif. Là, donc dans la CIDRE, on avait effectivement un barème de responsabilité. Les dernières pages de la CIDRE, on avait un magnifique barème où on disait c'est l'occupant, c'est le copropriétaire, c'est l'immeuble qui est responsable. Je ne sais pas à quoi servait ce barème. Vous avez une idée, vous, à quoi servait ce barème? A priori, il ne servait à rien puisqu'on ne faisait pas de recours. Hein, donc ça ne servait pas à grand-chose de savoir qui était le responsable, sauf éventuellement de savoir si on avait bien deux assureurs concernés. Bon. Alors si maintenant je sais d'où ça vient. Mais... bon, voilà, on avait ça, mais ça ne servait pas à grand-chose. En SIDCOP, la SIDCOP, elle nous dit, on applique le droit commun. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dérogation au principe de responsabilité, on applique purement le droit commun pour apprécier qui est responsable ou pas responsable. Bon. En IRSI,
alors là, déjà, on a 2 tranches où on va appliquer des principes différents. Donc la première tranche, c'est similaire à l'acide. Donc là, pas de recours, donc on ne se pose pas la question de la responsabilité. Là. Par contre, en tranche 2, effectivement, recours. Donc la question de la responsabilité va se poser, et la question va se poser de savoir contre qui doivent être dirigés les recours. Alors, si on appliquait le droit commun quand on est en SIDCOP, en SIDCOP, il n'y a pas de limite. Hein. Donc on a des gros dossiers. C'est normal qu'on discute de responsabilité en application du droit commun. En IRSI, c'est quand même que des petits dossiers, et on veut simplifier la gestion. Alors si on dit on applique purement le droit commun, ça veut dire qu'on a un certain nombre de situations où on va discuter des responsabilités avec des litiges potentiels, etc., sur des enjeux faibles. Donc les assureurs, je pense, ont voulu éviter ce genre de choses. Par exemple, si je vous parle de groupe de sécurité, hein, vous connaissez ce genre de discussion, hein, on peut discuter longtemps, on va éviter. Donc pour éviter ces discussions sur les responsabilités, les assureurs ont fait que reprendre un peu le principe que leurs collègues de l'auto avaient appliqué depuis très longtemps, c'est-à-dire faire un barème forfaitaire, hein, c'est-à-dire de dire en fonction d'un certain nombre de critères, on va dire c'est celui-là qui subira les recours ou c'est l'autre qui subira le recours. Et donc voilà, c'est une des innovations importantes de la Convention IRSI, c'est ce barème conventionnel. Alors, pour nous, on l'a pas appelé, les assureurs ne l'ont pas appliqué barème de responsabilité, puisqu'on s'écarte quand même si on veut être pas trop loin du droit commun, on s'en écarte quand même. Hein, donc ce serait un peu ambigu de dire barème de responsabilité, parce que ce serait décréter des gens responsables qui ne le sont peut-être pas. Hein. Donc on a appelé ça, les assureurs ont appelé ça barème de répartition. Hein, c'est un barème qui permet de répartir les recours. Alors en réalité, c'est 2 barèmes, hein, un barème en dégâts des eaux et un barème en incendie. Alors, avec des principes différents. Le barème dégâts des eaux, il est basé sur la cause. Hein. Le recours est orienté en fonction de la cause du sinistre, alors qu'en incendie, le barème est basé sur le point de départ de l'incendie, hein, peu importe la cause, et donc le recours sera exercé en fonction du point de départ de l'incendie. Alors en dégâts des eaux, 3 responsables potentiels, l'occupant, et là, donc, on va considérer qu'il est responsable quand le sinistre dégâts des eaux est lié à l'usage des installations. On retrouve un peu la même notion que le risque d'usager en SIDCOP, hein, c'est-à-dire que ce sera l'occupant qui sera responsable quand la cause est liée à l'utilisation, à l'entretien, etc. Et puis, si cette cause n'est pas liée à l'entretien, donc si on n'est pas dans cette situation de responsabilité de l'occupant, à ce moment-là, ce sera le propriétaire non occupant qui sera responsable si on a un occupant qui n'est pas propriétaire. Si on a un propriétaire occupant, on va distinguer effectivement de la même manière les causes qui sont liées à l'usage et les causes qui sont liées aux installations en dehors de l'usage, en quelque sorte. Alors, là aussi, pour éviter les discussions, on a voulu cadrer comme le risque d'usager en SIDCOP, hein, et on a dit la responsabilité de l'occupant sera liée à un certain nombre de causes, comme en SIDCOP. Alors, c'est un peu le même esprit, bon, la lettre n'est pas tout à fait la même, donc on retrouve des notions un petit peu différentes, mais voilà, on a 6 causes hein, qui sont numérotées 111 à 116, c'est le cas 1.1, et si on est dans l'une de ces 6 causes, c'est la responsabilité de l'occupant, enfin, c'est le recours est dirigé contre l'assureur de l'occupant. À une seule exception près, l'occupant de la location saisonnière. Lui, il ne subira jamais de recours parce que s'il faut lui courir après, qu'il reste une semaine, il faut arriver à le retrouver et lui courir après, ça va être compliqué. Hein. Donc lui, il est en dehors. Et puis, si on est en dehors d'une de ces 6 causes, de ces cas 111 à 116, eh bien, ce sera la responsabilité du propriétaire, occupant ou non, qui sera prise en compte. Alors, pour un propriétaire occupant, c'est le même contrat, donc ça ne pose pas de problème. Si on a un occupant non propriétaire et un propriétaire, donc les recours sont répartis entre les deux en fonction de ces causes. On est dans les 6 causes, le recours contre l'assureur de l'occupant. On est en dehors des 6 causes, le recours contre le propriétaire non occupant. Et c'est là que c'est une nouveauté, donc comme je l'ai signalé tout à l'heure, puisque avant, ça n'existait pas, c'était l'assureur de la copropriété qui subissait ce type de recours. Alors on peut signaler un petit bug hein, sur le tableau du barème conventionnel, hein, c'est que dans les cas 111 à 116 pour les copropriétaires occupants, on les retrouve à la fois dans le cas 1.1 et dans le cas 1.2. Donc les assureurs ont été amenés à nous préciser que effectivement, pour un propriétaire occupant, sur les cas 111 à 116, c'était le cas 1.1 et non pas le cas 1.2.
Le seul cas où sur les cas 111 à 116, ce sera un cas 1-2, c'est pour le propriétaire de la location saisonnière, puisque son locataire n'est jamais responsable. Voilà. Et tous les sinistres dégâts des eaux qui ont une cause liée à des installations communes, ce sera l'assureur de l'immeuble. Alors le barème incendie, qui est encore plus simple, là il n'y a que 2 responsables potentiels possibles, on ne va considérer que les recours locataire-propriétaire, et encore pas dans tous les cas. C'est-à-dire que soit les 2 responsables potentiels, c'est le locataire ou le propriétaire non occupant, mais là c'est le point de départ qui sera le seul critère pris en compte, peu importe la cause. Vous avez un magnifique vice de construction qui déclenche un incendie, chez un locataire, le locataire sera responsable. Puisque la cause n'est absolument pas prise en compte, c'est seulement le point de départ. Donc si le point de départ est chez un locataire, le recours est exercé contre l'assureur du locataire. On distingue si c'est un locataire de copropriétaire, dans ce cas-là, le recours concerne que les dommages aux parties privatives. Si c'est un locataire dans un immeuble locatif, le recours concerne la totalité des dommages à l'immeuble, conformément à l'article 1734. Donc cas de 1, cas de 2. Et puis, dans l'autre sens, les locataires auront un recours contre l'assureur du propriétaire non occupant dans le seul cas d'un immeuble locatif avec un propriétaire unique, conformément à l'article 1719. Donc si le sinistre prend dans les parties communes ou dans les parties inoccupées, inaccessibles, qui sont assimilées des parties communes, dans ce cas-là, le recours est exercé contre l'assureur du propriétaire. Et dans tous les autres cas, pas de recours du tout. Et les assureurs ont même précisé que pour le recours contre le propriétaire, à partir du moment, c'est pareil, on évacue complètement la notion de cause. À partir du moment où le sinistre prend naissance dans les parties communes, il y a recours contre l'assureur du propriétaire, même si le sinistre prend naissance dans des biens mobiliers appartenant à un locataire qui ont été déposés, sans doute sans autorisation, dans les parties communes. C'est l'assureur du propriétaire qui subira le recours à partir du moment où l'incendie prend dans les parties communes. Voilà. Sur ce rappel que je voulais faire sur un certain nombre de points, je passe la parole à Laurence qui va vous parler maintenant du REC. Donc Laurence Bernard-Granger, effectivement, pour un petit point sur le REC. Je ne suis pas sûr que tous les experts aient déjà vu un REC précisément, comment ça se présentait. Donc ça paraissait une bonne idée de pouvoir le dérouler un petit peu avec Laurence. C'est bon ? Non. Oui, c'est bon. Donc, on va vous présenter effectivement un rapport d'expertise commun, comment il sort, plus communément appelé le REC, en fait. Donc, on vous présente, c'est une trame unique qui existe sous DARVA. Donc, le REC est identique à tous les assureurs, bien sûr. Et le mode de remplissage pour experts également, évidemment, est identique. Donc, vous avez déjà la nature du sinistre, donc un dégât des eaux ou un incendie. On va retrouver une partie identification du dossier avec les coordonnées précises de l'expert, y compris les références du dossier, la date de mission, la date de l'expertise, également la date de l'envoi, donc c'est assez précis. Ensuite, une partie assureur, donc l'assureur gestionnaire, avec le nom de l'assureur, son numéro de sinistre et son numéro de contrat. Ensuite, une partie sur le sinistre, avec évidemment le nom de l'assuré, l'adresse de l'assuré, donc celle-ci correspond à celle du souscripteur du contrat. Si l'assuré est un immeuble, il s'agit alors de l'adresse du syndic, tout simplement, ou du bailleur social. On retrouve donc son numéro de sinistre, son numéro de contrat, l'adresse. Au niveau de l'usage du bien de l'assuré, c'est important. C'est soit une résidence principale, secondaire ou un professionnel. Pour un local vacant, des locaux meublés, des locaux mixtes, partie commune, on indique une résidence principale. Ça, c'est un petit truc et astuce à savoir. On va retrouver la notion de sinistre répétitif qui va être important en tranche 1, puisqu'on aura un recours. Donc là, on coche simplement oui ou non, mais en zone commentaire, on indiquera la date du premier sinistre. Donc il est important que les assureurs nous la communiquent et ne nous communiquent pas simplement un premier sinistre a eu lieu il y a 12 mois.
Il est important d'avoir la date du premier sinistre, sa nature et son auteur. On retrouve l'adresse du sinistre qui est identique à celle du souscripteur si c'est un même local, mais si c'est un local annexe, on met l'adresse de ce local. On poursuit par la détermination de la cause. Donc, on indique cause multiple, oui ou non. Cause multiple égale même dommage, bien sûr, mais avec plusieurs causes différentes. Si on indique oui, il faut renseigner au minima 2 causes. Ensuite, on arrive dans les cas barème, responsabilité, on indique le cas barème, 1.1, 1.2 ou 1.3, comme on l'a vu précédemment. La cause du sinistre, on a un déroulé de causes. Donc, en cas de cause autre que proposée, on sélectionne une cause qui se rapproche le plus du cas barème applicable, avec une précision quand même sur cette cause en zone commentaire à la fin du REC. Ensuite, on retrouve toutes les parties concernées par le sinistre. On parle de personnes impliquées dans le sinistre, puisqu'on va retrouver l'occupant, le colésé, le responsable. Donc, l'expert doit veiller à bien renseigner ces éléments, puisque là, on retrouve le nom de l'assureur, qui va être évidemment pour le responsable essentiel, puisqu'il va déterminer le recours. Donc, on retrouve la notion de lettre recommandée, puisque la lettre recommandée n'est obligatoire que pour le responsable. On va être obligé d'envoyer une lettre recommandée, notamment quand on ne dispose pas des coordonnées de l'assureur du responsable. On envoie une lettre recommandée dans les 10 jours qui suivent l'expertise. Ensuite, une chose très importante aussi, c'est le statut de la personne. Donc, pour chaque personne impliquée, on indique son statut, propriétaire occupant, locataire, CNO, syndic de copropriétaire. Le qualifiant également est important. Là, on retrouve la notion de lésé. C'est plutôt la personne qui a subi des dommages, on l'a vu tout à l'heure. Donc, l'assuré peut être lésé, auteur du sinistre ou auteur et lésé. Ensuite, on retrouve la recherche de fuite. Donc, on indique une recherche de fuite a-t-elle été réalisée, oui ou non. Si on renseigne oui, une ligne est intégrée au niveau du dommage. Donc, on ne peut pas forcer le système. Donc ensuite, on va retrouver s'il y a diverses recherches de fuite. La recherche de fuite organisée par l'assureur gestionnaire, avec le type de recherche de fuite, destructive, non destructive, passage en apparent. Si oui, pour quel montant, en TTC ou en hors taxe selon le régime fiscal de l'assuré. Une recherche de fuite 2, par exemple, il a pu y en avoir 2, organisée par le syndic, et on retrouve les mêmes notions, destructive, non destructive, passage en apparent, et le montant. Ensuite, on retrouve la partie chiffrage dans le REC, où là, on a un déroulé, donc, recherche de fuite, mobilier de l'occupant, mobilier du CNO, embellissement de l'occupant. Donc, ce déroulé, c'est en fonction de ce qui a été chiffré, bien évidemment, par l'expert. Le taux de TVA, le montant du préjudice se renseigne en fonction du régime fiscal de règlement sélectionné par la personne impliquée, donc bien sûr hors taxe ou TTC. Voilà, s'il y a plusieurs taux de TVA, ce qui peut arriver, on laisse le taux en blanc. Je crois que j'ai passé un slide. Voilà, c'est encore le déroulé. On retrouve, si on a des dommages immatériels dans ce dossier, le déroulé des dommages immatériels qu'on va remplir également comme précédemment. Une partie très importante du REC qu'on retrouve à la fin, donc le total de l'assiette du local. Donc un petit rappel, l'assiette du local est calculée en montant hors taxe
en euros, en vétusté déduite pour le contenu, en valeur à neuf pour les embellissements et les parties immobilières privatives, et en coût réel à dire d'expert pour les frais afférents et les recherches de fuite. Donc on indique l'assiette du local, ça a été un peu sujet à quelques difficultés, on verra tout à l'heure. Et ensuite également les données totales recours du propriétaire occupant, du PNO, qui visent les recours uniquement exercés contre l'assureur du responsable, et non les recours à subir. Ces recours sont également indiqués en vétusté déduite, hors taxe ou TTC, selon le régime fiscal, toujours. L'action en récupération n'est pas indiquée dans cette partie recours. On la retrouvera en partie commentaire. C'est pareil, ça a pu être un sujet de difficulté, puisque l'action en récupération aurait pu être imaginée, je dirais, comme un recours. On le met en zone commentaire. En fin de REC, on va retrouver, annexé au REC, le rappel des causes du cas barème, donc les 6 causes indiquées tout à l'heure. On a eu un guide justement de remplissage du GCA qui a permis justement de préciser tout cela et qui a précisé notamment dans sa note 2 que l'expert missionné en tranche 2 par l'assureur du locataire devait chiffrer également les dommages du CNO, PNO. Et le détail du chiffrage devra figurer en zone commentaire ou en pièce jointe du REC. Donc, depuis cette note numéro 2, on peut annexer le détail du chiffrage qui rend beaucoup plus lisible le REC par les assureurs. Merci Laurence. Merci. Donc on va continuer pour faire un petit point sur les apports de la Convention, avec donc Anne-Sophie Roussel-Truffy de la FFA et Sophie Barreto pour le GCA. Oui, alors effectivement, nous n'étions pas sans existant conventionnel avant l'IRSI, pour ces sinistres dégâts des eaux et incendies. Nous avions plusieurs conventions, notamment la CIDRE, que je pense qu'il n'y a plus beaucoup de sinistres au niveau de la CIDRE depuis un an de l'IRSI. Mais nous avions la CIDRE, nous avons la CIDCOP, nous avons la convention de 1, nous en avons d'autres, la convention d'expertise amiable contradictoire. La base était de gérer les cumuls d'assurance. Et effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait quelques remontées qui n'étaient pas toujours très positives au niveau de ces conventions, d'où l'IRSI. Et une première, c'était que l'assuré était face à des interlocuteurs, plusieurs interlocuteurs. Donc je pense qu'on va se retrouver au niveau des apports, face à des choses que Michel a déjà développées. Donc l'idée, c'est de vous les lister, mais c'était important aussi, côté de la convention IRSI, de vous montrer ces apports. Donc on avait plusieurs intervenants pour l'assuré. Aujourd'hui, les intervenants sont limités dans le local sinistré. Un assureur gestionnaire unique, on l'a déjà dit, je ne vais pas développer, qui va vérifier la matérialité des faits. C'est l'assureur de l'occupant pour le local privatif, ça va être l'assureur de l'immeuble pour le local commun. Un expert unique, donc un assureur, un expert unique pour l'assuré, qui va intervenir pour le compte commun de l'ensemble des assureurs concernés par le sinistre. Donc on a développé la mission de l'expert et d'identifier toutes les parties impliquées, de déterminer les causes, le cas de barème, de chiffrer l'ensemble des dommages du local sinistré. Alors, un point important, effectivement, et un point de vigilance, l'expert doit déposer un REC qui va être opposable aux assureurs concernés. Donc, on est sur l'opposabilité au niveau de l'évaluation des dommages, au niveau des causes et circonstances et au niveau de la cause barème. Donc ça, c'est un point de vigilance qui est remonté par les assureurs. Alors, les premiers retours, effectivement, de ça, aujourd'hui, on est à 1 an, les premiers retours, c'est plutôt positif pour l'assuré qui se retrouve face à peu d'interlocuteurs. En tranche 1, c'est vraiment un retour que nous avons eu, et même des côtés experts également. On est sur des choses très positives pour l'assuré. La mise en place. Alors, autre point qui a été aussi développé par Michel, mais qui est très important dans les apports de cette convention, c'est les réputées garanties très larges. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque Michel l'a très bien fait, mais J'ai oublié de signaler un point important, c'est la non-application, j'ai été trop vite là, la non-application des franchises, des plafonds, des exclusions, etc. Donc, très important. Elles sont là.
Non, mais donc c'était un élément important effectivement pour que la convention fonctionne bien, fonctionne de manière rapide, et c'est aussi un plus forcément pour l'assuré. Ça n'a pas été forcément évident à mettre en place puisque c'est quand même une convention qui va jusque 5 000 €, donc avec des réputés garanties aussi larges, c'est quand même voilà, un point fort que les assureurs ont voulu montrer. Donc effectivement, il y a des réputés garanties sur les dommages matériels et frais afférents, mais aussi effectivement les franchises, plafonds, conditions de garantie et règles proportionnelles de primes qui sont inopposables. Les retours aussi montrent que c'est positif, que ça permet de faire fonctionner la convention plus rapidement. Alors Michel proposait qu'il y ait des réputés garanties encore plus larges, on verra peut-être après, mais en tout cas là c'était vraiment un apport je pense de cette convention par rapport aux conventions précédentes, même s'il y avait déjà des réputés garanties. Alors, troisième apport, une meilleure prise en charge de l'assuré. Effectivement, en tranche une, prise en charge de tous les dommages par l'assureur gestionnaire. On se libère du débat PIP, partie immobilière privative, qui renvoyait vers l'immeuble. C'est terminé, l'assureur gestionnaire prend tout en charge. Donc les premiers retours, je l'ai dit tout à l'heure, mais en tranche une, effectivement, on a vraiment des retours extrêmement positifs sur ce sujet. La prise en charge globale par l'assureur gestionnaire donne satisfaction. Prise en charge des dommages de son assuré en tranche 2. On est aussi effectivement sur la propriété des biens sinistrés pour la prise en charge. Donc c'est l'assureur qui prend en charge les dommages de son assuré. Donc, prise en charge globale, un expert unique, un chiffrage unique, des règlements sur la propriété des biens sinistrés. Et puis l'intégration, Michel l'y a dit tout à l'heure, l'intégration de la recherche de fuite dans le système conventionnel, c'est une première. Les assureurs l'ont fait. Donc effectivement, définition conventionnelle large, une organisation de la recherche de fuite, une prise en charge, de la gestion de la prise en charge et les recours. Alors, sur les premiers retours, on le verra tout à l'heure, ça fait partie des difficultés effectivement qu'on nous a remontées et que nous avons nous-mêmes observées effectivement. Donc on verra le point, Anne-Sophie en parlera. Mais c'est quand même l'avancée quand même que ça figure aujourd'hui, c'était un début, ça figure dans un texte et nous discuterons des points plus compliqués dans la pratique. Oh. C'est parti. Non, c'est bon. Non. C'est bon. Alors, autre point important sur l'intégration du copropriétaire non occupant dans le système conventionnel, c'est vrai que jusqu'à la convention IRSI, donc jusqu'au 1er janvier 2018, le CNO n'était pas du tout intégré dans les conventions. C'est vrai qu'on avait essayé de faire un point au moment des réflexions sur l'intégration du CNO, et on avait vu qu'il y avait à peu près un CNO sur 2 qui n'était pas assuré ou assuré comme on veut, puisqu'il y en a un sur 2, mais en tout cas ça a posé quand même des difficultés de l'intégrer dans un système conventionnel alors qu'il n'était pas forcément assuré. Donc c'est la raison pour laquelle on a prévu la subsidiarité, mais il y avait quand même cette volonté forte, je pense notamment des assureurs immeubles, de l'intégrer, d'une part dans une volonté aussi de responsabilisation, et puis aussi du fait de la loi Allure, où maintenant, comme ils ont quand même une obligation d'assurance, l'idée c'était que petit à petit, ils soient assurés de manière plus importante. On n'a pas encore de chiffres sur le taux d'assurance aujourd'hui des CNO. Ce qu'on sait, c'est que ça augmente quand même régulièrement, puisqu'on avait dans les statistiques FFA, finalement, de 2017, il y avait quand même une augmentation d'assurance des copropriétaires non occupants. Enfin, des contrats non occupants, il y a quand même une augmentation. Donc on espère que ça va quand même aller vers une intégration de plus en plus forte de l'assurance des CNO. En tout cas, là aussi, des premiers retours qu'on a eus, on a vu que c'était plutôt positif, en tout cas que les CNO, ça leur posait pas... Enfin voilà, ils ne voyaient pas de difficulté à ce que leur contrat soit mobilisé dans le cadre d'un sinistre dégâts des eaux ou incendie. Comme toute convention, effectivement, un apport, une simplification de la gestion des sinistres. Une convention, déjà, c'est une convention commune, dégâts des eaux et incendies, pour les sinistres de moins de 5 000 €. Pour rappel, la convention IRSI l'emporte sur toutes les conventions existantes, quand les sinistres rentrent dans son champ d'application. Donc effectivement, c'est une convention qui a un périmètre très large, en plus, donc c'est une convention toute cause.
Donc les causes permettant l'application de la convention IRSI ne sont plus limitativement définies comme c'était le cas dans la CIDR. Donc toutes les causes peuvent entraîner l'application de la convention IRSI, sauf celles qui sont expressément exclues par cette convention. Et cause indéterminée, la convention IRSI est applicable. Un barème de répartition simplifié, proche du droit commun. Effectivement, on a voulu éviter les débats. On a simplifié des causes objectives. Derrière, on ne s'est pas non plus trop éloigné du droit commun, parce que l'idée, c'était aussi de faciliter un passage qui est en tranche 3, hors IRSI, qui pourrait être compliqué. Donc, simplifié, mais en essayant aussi de rester proche du droit commun. Les premiers retours, on est sur une simplification de la gestion des sinistres, même si on est conscient qu'il y a des difficultés pratiques qui se posent et qui sont analysées aujourd'hui. On est encore à 1 an, parfois ça peut être un peu trop, c'est peut-être encore trop tôt pour tout analyser, mais effectivement, on sait qu'il y a quelques difficultés de mise en œuvre. Et dernier point positif en fait de cette convention, c'est une collaboration donc assureur-expert. Je pense que c'est la première aussi convention qui prévoit que la commission d'application peut mettre en place des groupes de travail communs assureurs-experts. Et il y en a déjà donc 3 groupes de travail, donc ça va être très prolifique ces groupes qui ont été mis en place. Il y a un groupe de travail général en fait qui s'est réuni à 3 reprises, je pense, sur les difficultés rencontrées dans l'application de la convention. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir des remontées assez régulières des experts sur les difficultés rencontrées, et également des assureurs qui pourraient rencontrer des difficultés dans l'application de la convention avec les experts. Donc ça, c'est un premier groupe de travail. Il y a un autre groupe de travail qui a été mis en place sur le rapport d'expertise commun, qui a permis d'aboutir donc au guide de remplissage, et qui a relevé aussi un certain nombre de difficultés pour des évolutions futures qu'on abordera après. Et il y a un 3e groupe de travail qui va être mis en place, qui doit se lancer cette semaine, je pense. Après-demain, voilà. Sur le barème, voilà, il y a peut-être eu des difficultés de compréhension du barème. Donc l'idée, c'est de faire un petit guide d'utilisation en fait du barème, qu'on soit bien d'accord, que les assureurs et les experts soient bien d'accord sur ce qu'il faut entendre par ce barème. Donc je pense que ça, c'est vraiment un apport aussi de cette convention, parce que c'est vrai que les experts sont quand même des acteurs forts de la convention IRSI, et donc je pense que c'était intéressant de mettre en place ces groupes de travail et ces échanges réguliers. Complètement, complètement, et justement pour faire remonter un certain nombre de difficultés, des difficultés qui ont pu être vues par les assureurs, par les experts, ou voire par les deux. Et c'est l'objet de notre développement maintenant, tous ensemble, de faire un petit point justement sur ces différentes difficultés que nous avons pu rencontrer. Alors effectivement, oui, l'IRSI vient de souffler sa première bougie, donc c'est peu en même temps, parce que pour faire un état des lieux, c'est bien, il faut le faire régulièrement, et peu parce qu'il faut prendre aussi du recul sur le sujet. Après, nous avons, sur les remontées, les difficultés assureurs, je dirais que deux grosses difficultés ont été remontées, 2 importantes difficultés. Le premier, c'est le rapport d'expertise commun. Alors, on a effectivement un rapport, l'IRSI, c'est un rapport normé, avec un prestataire d'ARVA, qui a été fait avec un prestataire d'ARVA, qui s'appuie sur une norme aussi d'ARVA, qui ne comprend pas toujours aussi tous les outils de l'IRSI, puisque l'IRSI est une nouvelle convention. Donc, un outil peut-être parfois pas tout à fait adapté, et puis un remplissage face à des règles nouvelles, conventionnelles, pas toujours appréhendées. Donc on avait eu des REC et des qualités de REC pas toujours bonnes au début. On voit que ça va mieux, mais c'était une grosse remontée des assureurs. L'idée, ça a été tout de suite de faire dans un groupe de travail paritaire, comme l'a soulevé Anne-Sophie tout à l'heure, un groupe de travail expert assureur, et de créer un manuel utilisateur, voilà, pour présenter les attentes. On a eu, malgré ce manuel utilisateur, il y a encore des difficultés qui se rencontrent. Donc on a une assiette calculée sur de mauvaises bases. L'assiette doit être calculée hors taxe, elle est parfois sur TTC. On a des montants de recours qui sont sur des montants recours subis et non à exercer. On est sur des cas de barème qui ne correspondent pas à la cause déterminée. Voilà. On va avoir des cas dans un dégât des eaux, on va avoir des cas de barème incendie qui vont apparaître. On a eu beaucoup de REC aussi, je ne l'ai pas dit au tout début, mais on le voit beaucoup moins, inférieur à 1 600 €.
on est sur des responsabilités occupants parfois et on va avoir, un cas de barème immeuble. Enfin voilà, on a des difficultés qui se rencontrent. Et l'idée, on va le voir après, c'est aussi de pouvoir vous aider avec des évolutions informatiques que je présenterai tout à l'heure. Donc un REC, on s'est aperçu aussi que ce REC, qui avait été fait dans un objectif de collecte de données profession, n'était pas forcément suffisant pour un assureur non gestionnaire qui ne disposait pas d'un rapport contractuel. Donc effectivement, il ne permet pas aujourd'hui d'avoir tous les éléments à l'assureur qui va être un assureur autre que l'assureur gestionnaire, qui va être un assureur régleur ou l'assureur du responsable, de comprendre les litiges. Donc certaines informations sont manquantes, comme notamment les causes et circonstances du sinistre. On verra les propositions que l'on fait dans le cadre des évolutions informatiques. L'envoi du REC à l'assureur de l'immeuble. On a des assureurs immeubles qui nous ont fait effectivement remonter qu'ils recevaient beaucoup de REC pour des sinistres pour lesquels ils n'étaient pas concernés. Donc ça, effectivement, on a une convention aussi, une annexe 4, qui prévoit qu'on doit convoquer le syndic. Effectivement, c'est prévu dans le texte. Après, voir où l'immeuble va être concerné, s'il y a une action subsidiaire derrière, etc. Je comprends que c'est compliqué, effectivement. Les assureurs d'immeubles, derrière, ont des problèmes d'identification avec ces REC. Donc ça pose quelques problèmes aux assureurs immeubles, à voir comment on peut régler le souci. Des réflexions sont à engager, effectivement, sur ce sujet. Après, une question qui nous a été remontée aussi par les experts, qui était remontée au niveau de GCA, l'envoi du REC à l'agent ou au courtier. Donc effectivement, la convention IRSI prévoit une adresse dédiée. On a une adresse dédiée pour l'envoi du REC. Cette question, elle a été soumise à la commission d'application, donc effectivement, c'est l'adresse dédiée pour adresser le REC. Maintenant, si vous avez des demandes de courtier et d'agent, il n'y a aucune difficulté, bien évidemment, pour adresser ce REC, pour gagner du temps, effectivement, et pour que ça aille plus vite, puisque c'est les courtiers gèrent. Donc effectivement, sur ce sujet-là, on a plutôt la proposition, d'ailleurs, c'est de vous proposer des évolutions informatiques qui ont été vues dans le cadre du GT manuel utilisateur avec les experts, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, autre difficulté rencontrée, c'est la recherche de fuite. Dans les remontées qui nous ont été faites, c'est vrai que le parti pris des assureurs dans cette convention, qui n'était pas forcément l'avis des experts, comme l'a indiqué Michel tout à l'heure, c'était de se dire que finalement c'était l'assureur gestionnaire, donc celui finalement de l'occupant du local sinistré, qui avait le plus intérêt à ce que la recherche de fuite soit faite rapidement. Et donc c'était sur lui que pesait finalement l'initiative de cette recherche de fuite, l'organisation. Après, c'est vrai qu'on avait conscience qu'il pouvait y avoir des difficultés, donc c'est la raison pour laquelle avaient été prévus à la fois les cas de blocage pour que ça soit l'assureur de l'immeuble qui prenne le relais, et on avait prévu également ce qu'on avait dénommé les investigations préalables, ça veut dire toute recherche de fuite qui aurait pu être faite avant la saisine de l'assureur gestionnaire. Il semble des premières remontées que l'on a, mais il faut peut-être prendre encore un peu de recul sur cette question pour vraiment tirer des conséquences, mais que les assureurs gestionnaires rencontrent quand même des difficultés à mettre en œuvre cette recherche de fuite à partir du moment où l'origine n'est pas dans le local du sinistré. Autre point aussi qui a été remonté, c'était finalement un retrait des syndics dans l'organisation de la recherche de fuite, alors que finalement c'est vrai que c'est eux qui connaissent le mieux l'immeuble et qui ont des plombiers avec qui ils ont l'habitude de travailler, qui ont l'habitude de travailler dans l'immeuble. Donc ça, il faut effectivement qu'on voit un petit peu plus loin pourquoi il y a ces difficultés, puisqu'il y a toujours normalement dans la convention les investigations préalables qui sont possibles, donc les syndics pourraient quand même continuer à faire ces recherches de fuite avant l'intervention de l'assureur gestionnaire. Et autre point de difficulté, c'est qu'il semble qu'il y ait beaucoup de discussions sur les cas de blocage. Et ça, c'est un problème, puisque finalement, ça retarde les recherches de fuite, et c'est pas satisfaisant pour l'assuré qui, lui, est sinistré et qui attend que la recherche de fuite soit effectuée. Donc, compte tenu de ces difficultés, les assureurs souhaitent engager quand même une réflexion sur ces recherches de fuite, donc c'est ce qu'on va mener. Bien évidemment, les experts seront consultés dans le cadre de cette réflexion. C'est de voir effectivement s'il y a des améliorations qui peuvent être faites, soit en discutant avec les syndics, soit d'autres améliorations qu'on n'a pas encore complètement envisagées, en tout cas pris, et on va y réfléchir.
Autre difficulté rencontrée, alors c'est peut-être plus anecdotique que la recherche de fuite, mais on a eu quelques remontées dessus, c'est sur les dommages immatériels. Alors je ne sais pas si on a eu beaucoup du côté des experts de ces difficultés, mais les solutions mises en place par la Convention semblent complexes en fait pour les assureurs. C'est vrai qu'il y a une distinction entre des dommages immatériels qui sont inférieurs ou supérieurs à 5 000 €. C'est vrai que ce calcul se fait par local de 5 000 €. On est dans le cas d'une liste limitative mais sans réputée garantie. Donc ce qui peut être compliqué effectivement pour déterminer ce seuil de 5 000 €, puisque quand il y a effectivement un locataire et un propriétaire non occupant, il faut quand même avoir aussi les dommages immatériels du locataire, ça c'est plus facile parce que c'est l'assureur gestionnaire, mais du copropriétaire non occupant, et c'est peut-être un petit peu plus compliqué, surtout qu'il n'y a pas de réputée garantie, donc il faut aussi savoir quels sont les dommages immatériels qui sont garantis par le contrat que l'expert n'a pas forcément. Donc je ne sais pas si vous avez eu ces difficultés. Je pense que c'est des cas un petit peu plus rares parce qu'on n'a pas forcément des dommages immatériels supérieurs à 5 000 € dans tous les sinistres dégâts des eaux avec des dommages matériels assez faibles. Mais en tout cas, c'est une remontée qui a été faite. Et on a je n'arrive plus à voir On a en tout cas décidé au sein de GCA et de la commission d'application de mettre un petit groupe de travail sur cette question des dommages immatériels, au moins pour essayer de faire un petit tableau récapitulatif avec toutes les différentes situations, parce que c'est vrai qu'on a le cas où on est en tranche 1, en tranche 2, quelquefois il faut faire effectivement, on a une expertise pour compte commun, et puis finalement on a des immatériels supérieurs à 5 000, donc il faut aussi faire une expertise contradictoire, donc voilà, pour essayer de clarifier, et puis ça fait partie des éléments sur lesquels qu'on essaye de suivre pour voir si des évolutions seront nécessaires ou pas par la suite. Oui, au niveau des difficultés justement rencontrées par les experts, on constate qu'un certain nombre de missions sont incomplètes, qui obligent les cabinets d'expertise à de longues recherches et un long pré-traitement. Donc voilà, est-ce que vous avez une solution à ça? Alors, On aimerait bien. des solutions toutes faites, non. Après, c'est comme Une recommandation? Ouais, alors c'est un sujet qui a été évoqué notamment dans le groupe de travail assureurs experts. On a effectivement alerté à plusieurs reprises les assureurs, notamment au sein de la commission d'application, pour dire que c'était quand même une difficulté pour les experts et qui devaient faire attention aux missions et donner le maximum d'informations aux experts. Si besoin, on le rappellera, s'il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Mais voilà, c'est quelque chose en tout cas qu'on a noté et on fait passer le message. D'accord. On a eu des retours aussi des assureurs non gestionnaires causés par justement le peu d'informations contenues dans le REC. Oui, ça j'en ai parlé effectivement à l'occasion des difficultés que nous avons aussi rencontrées sur le REC. On l'a relevé, la proposition c'est déjà on en parlera tout à l'heure, c'est le point suivant sur les évolutions informatiques. Sinon pour l'instant, il ne reste que cette rubrique commentaires qui est, je sais, beaucoup utilisée et qui permet de donner des éléments d'information maximum, notamment sur les causes et circonstances, puisque cette rubrique n'existe pas en elle-même, elle est proposée dans les évolutions informatiques, mais elle n'existe pas aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est la rubrique commentaires pour éviter que les assureurs non gestionnaires reviennent vers vous. D'accord. Le REC est parfois exigé en même temps que le rapport contractuel, ce qui est souvent impossible, notamment quand on ne dispose pas des coordonnées de l'assureur du responsable. Alors oui, nous on n'avait pas eu cette remontée pour le moment, mais effectivement il n'y a pas de corrélation entre le rapport contractuel et le REC. C'est vrai qu'ils peuvent être faits en des temps différents puisque les délais ne sont pas forcément les mêmes. Donc c'est une alerte en tout cas qu'on fera remonter aux assureurs qu'il n'y a pas à exiger cet envoi simultané. D'accord. Également une demande de certains assureurs de remplissage par l'expert de la fiche de présentation des recours. Alors cette fiche de présentation, elle a été faite pour faciliter la présentation des recours entre assureurs. Donc c'est effectivement à l'assureur d'adresser et de remplir cette fiche de présentation et donner les éléments aux responsables.
Donc c'est l'assureur qui doit remplir cette fiche de présentation de recours. Là, la convention IRSI est très claire sur ce sujet. On avait ensuite quelques points en suspens. Je laisse peut-être la parole à Michel sur ces différents points. Oui, on a eu plusieurs retours sur les problèmes rencontrés par les experts qui règlent des sinistres dans les immeubles locatifs et notamment pour les bailleurs sociaux. Pour les incendies notamment, où on a des dommages dans plusieurs appartements, pas forcément importants, par exemple si c'est des dommages de fumée ou des portes défoncées par les pompiers. Donc tous ces dommages matériels, immobiliers, sont théoriquement chiffrés par l'assureur de chaque locataire. Donc ça pose un problème de cohérence entre les différents chiffrages, et puis les bailleurs sociaux ont tous négocié leurs tarifs. Forcément, les assureurs des locataires ne sont pas, enfin les experts intervenant pour les locataires ne sont pas forcément informés de ces tarifs négociés. Donc ça paraît, la convention paraît, notamment en incendie, totalement inadaptée dans ces immeubles locatifs. Est-ce qu'il y a des évolutions envisagées? Un peu la question piège. Aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution envisagée parce qu'on n'est pas encore dans cette réflexion sur l'étape suivante. On fait pour l'instant remonter les difficultés. Après, c'est vrai que si c'est des difficultés qui perdurent, il y aura peut-être des évolutions qui seront faites sur ce point après. L'idée, c'est que la convention fonctionne au mieux. Si on voit que ça ne fonctionne pas bien sur tel ou tel point, et que ça peut être modifié, parce qu'il faut quand même garder l'équilibre général de la convention, pourquoi pas. On a aussi un certain nombre de questions concernant les sinistres ayant une origine extérieure. Alors on a des sinistres, ça concerne surtout l'incendie, les incendies qui prennent dans les cours, dans les jardins. On nous a rajouté aussi les incendies qui prennent sur les terrasses, sur les balcons. On a même un point sur un store extérieur. Enfin bon, voilà, tout ce qui est incendie d'origine un peu extérieure au bâtiment, est-ce qu'on est en IRSI ou pas? Alors c'est pour l'incendie qui a pris naissance effectivement dans les cours, les jardins. Alors là j'ai une avant-première puisque la note de la commission d'application n'est pas encore diffusée, mais il y a eu une réponse de la commission d'application en disant qu'effectivement on était hors IRSI dans ce cadre-là. Donc on sort de l'IRSI. La note devrait être diffusée. On cumule en fait, quand on a plusieurs, dans le cadre de la commission d'application, on a une petite question pratique, mais on cumule toutes les réponses. Elle fera partie des prochaines notes de commission d'application. Ok. Et les balcons terrasses. Juste pour préciser, voilà, la note c'est par rapport aux cours et jardins. Par rapport aux cours et jardins. Les balcons et terrasses, on pourrait assimiler effectivement, mais je n'ai pas de réponse de la commission d'application, donc ce n'est pas là. Mais on posera la question sur toute. On a eu un gros sinistre à Paris qui a pris sur un balcon, là. Enfin bon, on doit être hors IRSI, mais oui, tout à fait. il y a peut-être des appartements qui ont des dommages de fumée seulement qui seraient en IRSI. Dans la tranche. On a aussi un certain nombre de questions sur le problème du REC qui n'est pas modifiable. Ce qui peut poser un problème. Ah oui, je reviendrai après. Oui. Il paraît que certains cabinets ont fait des trames de REC rectificatifs, mais bon, ça passe pas dans les tuyaux de toute façon, donc ça peut être qu'une pièce jointe, qu'une mise en forme d'une note rectificative, mais cette note rectificative n'est pas prévue par la Convention. Elle n'est pas prévue par la Convention, c'était une décision délibérée. Les assureurs ne souhaitaient pas de REC rectificatif pour la gestion de leurs recours derrière. Donc effectivement, si vraiment, alors on l'a vu avec le début de l'IRSI et on en a parlé, les erreurs sur le REC, c'est la note complémentaire qui peut effectivement être, mais c'était une volonté de ne pas faire de REC rectificatif. Et derrière, face à ces erreurs, il y a même eu une note de la commission d'application pour faire, entre assureurs, faire preuve de bienveillance sur des erreurs qui pourraient se poser dans le cadre du REC. Mais le REC rectificatif, non, il n'est pas prévu par l'IRSI. D'accord. Sinon, effectivement, oui, les problèmes d'aggravation, quand ça entraîne un changement de tranche, la Convention n'est pas, à mon avis, pas très explicite sur la question, et notamment quand on dépasse les 5000, comment ça se passe au niveau des recours? Est-ce qu'on peut espérer des petites précisions sur le sujet? Je sais que c'est un travail que doit faire la commission d'application. Après, la question
du barème et des immatériels. Donc ça va arriver. D'accord. Je sais qu'après, il faut se pencher sur la question de l'aggravation. Après, bon, on espère que ce n'est pas la majorité des cas. On essaie d'abord de traiter les cas qui se posent beaucoup. Vous n'avez pas de statistiques sur les aggravations, sur les non. aggravations, non. Non, non. Et puis donc le dernier point qui pose beaucoup de problèmes, je pense, c'est l'histoire du congé donné ou reçu, avec la solution adoptée par IRSI qui est différente de celle de la CIDRE et qui pose problème parce que on a souvent plus d'interlocuteurs. Est-ce que quelque chose, une évolution éventuellement, ou une note de précision ou de recommandation est prévue là-dessus? Alors c'est pareil, c'est un sujet qui est remonté à plusieurs reprises, donc sur lequel on travaille. Il y aura peut-être des évolutions, mais toute évolution, après, il faut qu'elle soit faite dans une modification de la convention, donc c'est pas immédiat. On a bien noté en tout cas les difficultés. Il y aura, je ne sais pas s'il y aura d'autres précisions données par la commission d'application, mais en tout cas c'est un sujet qui a été vu et je pense qu'il est partagé par la commission d'application sur cette difficulté. Merci. Merci. Nous reviendrons ensuite sur les différentes questions. On continue avec Sophie Barreto, donc directeur GCA, pour nous parler un peu plus du REC et normé IRSI. Oui, donc effectivement, je vous ai parlé des problèmes de remplissage du REC, qui a été fait sur un outil qui a été fait sur une base d'ARVA, avec une norme d'ARVA. L'idée, c'est dans le cadre du groupe de travail manuel utilisateur, c'était effectivement de prévoir tout d'abord de passer certains messages. Oh là là, j'ai dû passer très vite, non, en arrière. Voilà. Voilà. Je reviens sur mon slide. Voilà. Donc de prévoir quelques évolutions informatiques, qui aujourd'hui je peux en parler librement. Ça a été validé par la profession tout récemment. Donc effectivement, je vais vous en parler sans les lister de manière exhaustive, mais vous parlez des grandes évolutions entre guillemets, parce que ça reste le but c'est de ne pas impacter trop les SI des experts. Donc effectivement, tout d'abord, un point chiffré, ça pouvait être intéressant de voir au début nos premiers REC qui sont reçus au niveau de GCA. Donc les premiers mois, vous voyez, une vision fin décembre 2018, on avait 22 000 au total, on a reçu 22 000 REC. On est parti avec une montée en charge, 70 en juin 2018, mais c'est tout à fait normal. 5 812 en décembre 2018, et là on voit qu'en début d'année, nous sommes sur 7 000 à 8 000 REC par mois. On est dans les environ 7 000 sur les 7 300 dans les dégâts des eaux, dans les 200 en incendie. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un total vision fin mai 2019, sur tous les 5 mois, 38 875 REC qui sont arrivés dans nos bases. Dont 37 000 en dégâts des eaux et 1 200 en incendie. Voilà, donc c'était pour faire un petit point chiffré de ce qui se passe sur le REC. Donc voilà, je repars sur notre groupe de travail, effectivement. Donc on a voulu souhaiter dans ce groupe de travail paritaire, experts assureurs, aboutir à quelques évolutions informatiques pour faciliter le remplissage et fiabiliser la collecte de données. Donc fiabiliser la collecte de données, parce que vous verrez que dans une étape 2, effectivement, on a besoin d'éléments chiffrés. Rendre un REC plus exploitable, on en a parlé pour les assureurs qui ne sont pas gestionnaires, parce que c'était insuffisant, qui ne disposent pas des rapports contractuels, et faciliter la saisie pour les experts. Donc je vous fais pas de manière exhaustive les évolutions informatiques. C'est plutôt, je les classerai en 6 catégories pour vous donner les indications. Tout d'abord, des modifications de libellé, tout simplement, pour une meilleure compréhension des attendus. On avait, j'en ai parlé tout à l'heure, on avait au niveau de l'assiette du recours des totals recours PO. Donc on avait beaucoup de recours qui étaient à subir et non des recours à exercer. Donc le libellé, tout simplement, est plus précis pour éviter les mauvais remplissages. La rubrique personne identifiée, plutôt à la demande des experts, pour être plus précis, devient personne impliquée.
On a changé en rubrique personnes identifiées, on en a parlé tout à l'heure, il y avait les références de l'assureur qui sont importantes effectivement pour nous. Et on l'a resitué, il était mal placé. Voilà, ce sont des évolutions minimes, mais qui quelque part vont aboutir à un meilleur remplissage du rapport d'expertise. Dans la deuxième catégorie, il y a des champs ou des valeurs de code qui ont été ajoutées. Donc on en a parlé, l'usage du bien, Laurence, on a parlé de l'usage du bien par l'assuré. On avait effectivement résidence principale, résidence secondaire, professionnelle. Voilà un exemple de ce qui existait dans la norme IRD d'ARVA, mais qui, en IRSI, on avait besoin d'autre chose, les parties communes, les mix professionnels, habitation. Je pense que ça manquait. Donc c'est pour répondre aux attentes métiers, on prévoit une nouvelle liste. La rubrique causes et circonstances, on a ajouté des informations sur le sinistre répétitif, qui se retrouvait encore dans cette zone commentaire tout à la fin et qui était dans un mixte de tout. Donc aujourd'hui, on aura en dessous le sinistre répétitif des informations à donner, la date du premier sinistre, sa nature, son auteur. Le fameux champ commentaire cause et circonstances, là c'est une demande largement commune des uns et des autres. Effectivement, il y a dans cette rubrique cause et circonstances un ajout commentaire où l'expert pourra préciser les circonstances du sinistre et effectivement qui ne se retrouve pas non plus dans la rubrique commentaire qui se situe à la fin. Un ajout d'une valeur du 4 barème. On avait le pas de responsable déterminé qui a été ajouté puisqu'il était indispensable en cas de cause déterminée. Aujourd'hui, le REC exigeait qu'en cas de cause indéterminée, vous mettiez un 4 barème. Ça, c'était pas logique, effectivement. Donc, on a ajouté le pas de responsable déterminé. Ajout d'un champ autre pour qualifier l'assuré. Alors, on a vu qu'effectivement, dans la qualification de l'assuré, il est auteur, il est lésé, il est auteur et lésé, mais on n'avait pas la rubrique ni auteur ni lésé. Donc, c'est pas que l'assuré, il y a une coquille, c'est effectivement l'assuré, toutes les personnes concernées. On doit remplir le champ, le qualifiant, et d'ailleurs, cette rubrique devient obligatoire. Il y avait aussi un ajout aussi de la cause. On avait une liste de causes dans le REC. On a ajouté autre cause non exclue qui permet aussi quand on ne se retrouve pas exactement dans l'une des causes, que l'on puisse le mettre. Troisième catégorie, on a supprimé des champs qui portaient à confusion. Voilà. Donc la rubrique chiffrage, on supprime le champ de taux TVA, parce que quand il y avait plusieurs taux de TVA, on ne savait plus comment remplir le REC. Donc effectivement, la rubrique taux de TVA est supprimée. C'est la situation, on remplit la situation fiscale de l'assuré et après on remplit son chiffrage. Rubrique locale sinistrée, c'était pareil, ça portait à confusion. On se retrouvait dans le local sinistré avec un nom. Donc le nom, non, il était pas, ça ne sert pas, c'est pas très utile. Par contre, on peut renseigner, là c'est une facilité pour l'expert de renseigner l'adresse à partir de celle de l'assuré. Il suffira de cocher si c'est celle de l'assuré, si c'est pas celle de l'assuré, on revient sur autre et ça permet de faciliter la saisie. On a séparé des rubriques, assiette et recours. Alors là, c'était la confusion. On a l'assiette, on a le recours. Les deux rubriques sont distinctes. Car c'était aujourd'hui assez mal renseigné. La mise en place d'alertes, de contrôles simples. On n'est pas allé dans des contrôles compliqués parce que c'était trop d'impact sur les systèmes d'information. Donc on a essayé de mettre en place des alertes. En cas de cause multiple, par exemple, on est dans les exemples, l'expert doit renseigner un minima de cause. Si on cause multiple, on renseigne de cause. Si c'est cause multiple, là non, on aura la possibilité de renseigner qu'une seule cause. Le qualifiant, je l'ai dit tout à l'heure, il devient obligatoire. Le montant du préjudice vétusté déduite devient également obligatoire. Rubrique régulièrement non renseignée et ce montant est indispensable pour les recours. On a mis en place des alertes sans blocage, qui sont plutôt des warnings, au niveau de la rubrique recours. Donc on n'a pas de recours pour une personne qui ne figure pas dans les personnes impliquées, quoi. Donc effectivement, ça c'est des petites aides au remplissage qui peuvent être utiles. Les correctifs apportés, c'est d'ailleurs des correctifs, c'est plutôt des remontées qui nous ont été faites par les experts. Donc ça a été l'occasion, puisqu'il y avait une évolution informatique, de faire entrer aussi ces correctifs dans les évolutions. On avait effectivement un tiers qui a été saisi sur les formulaires et qui n'était pas remonté, repris dans le PDF. Le correctif est prévu. On avait des dommages immatériels saisis également qui n'étaient pas remontés dans le PDF pour certaines personnes impliquées, donc correctif prévu. La demande, c'est une demande expert, l'option préimprimée du formulaire. Donc effectivement, on a ajouté un filigrane prévisualisation sur le PDF. Ainsi, ça permet d'éditer et pas de confusion possible. Donc voilà, c'était
Bon, on est sur aujourd'hui une expression de besoin qui a été faite à l'aide du GT qui a eu lieu paritaire assureur-expert. Aujourd'hui, l'expression de besoin a été validée par la profession. Nous sommes j'attends le planning. J'attends le planning côté DARVA. De toute façon, ces évolutions ne pourront pas être mises en place. Et puis, de toute façon, dès l'instant qu'on a un planning, on l'adressera via les fédérations, en passant par Anne-Sophie également. Dès lors que je l'ai, je devrais l'avoir, je pense, au mois de juin. De toute façon, on est sur des évolutions qui seront certainement sur mai-juin 2020. Voilà. Donc, c'est pas pour tout de suite. Donc, c'est vrai que la rubrique commentaires en fin de REC va encore servir quelques temps. Mais voilà, l'objectif, c'était effectivement d'aider à la saisie du REC et d'avoir des REC d'une meilleure fiabilité. Parfait. Nous voulions justement poursuivre sur les prochaines étapes. Oui, ben voilà. Donc, on pourra en reparler. C'est moi encore, c'est moi. Bon, je vais faire là. Alors les prochaines étapes. Alors effectivement, l'IRSI, c'est doté, mais comme beaucoup de conventions, puisque GCA gère les conventions auto, IRD et construction, et comme dans toutes les autres conventions, on a des instances. L'instance qui suit l'IRSI, c'est la commission d'application. La commission d'application, elle s'est réunie, elle a commencé d'ailleurs même en amont, en mois d'avril. Elle se réunit régulièrement, c'est une convention nouvelle, il y a un suivi très particulier qui est mis en place. C'est mensuel, voire bimensuel, voire 2 fois par mois. L'idée, c'est effectivement de recenser toutes les questions qui nous sont remontées du côté assureur, mais également de votre côté expert. Et alors, il y a parfois plusieurs réunions, il y a plusieurs retours. C'est pas forcément simple à chaque fois, effectivement. Et on est sur des questions d'interprétation, après des questions-réponses qui sont diffusées via des notes d'interprétation, via GCA et via la fédération derrière, aux fédérations d'experts. Donc l'idée, c'est de poursuivre effectivement sur ce rythme-là. On continue sur ce rythme de réunions mensuelles, avec des GT aussi, des GT assureurs, mais aussi des GT qui se poursuivent avec les experts. Anne-Sophie en a parlé tout à l'heure. Donc on maintient nos réunions du GT général assureur-expert. On a lancé le GT barème qui se réunit après-demain. Voilà. Et on a aussi un GT important, des travaux sur les collectes de données. Donc là, c'est plutôt un GT qui se réunit plutôt avec des techniciens et des actuaires, où on a un suivi de tout ce que l'on reçoit, et on est aussi sur des questionnaires aussi. Il y a eu là pas mal de questionnaires envoyés dans le cadre statistique, envoyés aux assureurs, pour avoir des retours sur des éléments chiffrés, avoir des éléments chiffrés. Aujourd'hui, c'est encore... c'est trop tôt. C'est trop tôt, ce que disait Anne-Sophie, les chiffres que l'on annonce avec beaucoup de réserve. Donc, mais on poursuit ces analyses afin de pouvoir envisager les évolutions de la Convention. Alors, comme indiqué en introduction, c'est une réforme qui se fait en 2 étapes. La première étape doit nous permettre d'analyser un peu le fonctionnement de la Convention, aussi avec les données qu'on pourra avoir, voir s'il y a des correctifs à apporter, et il y aura peut-être effectivement une V2. L'idée n'est pas de forcément tout changer dans la V2. C'est vrai que les conventions, de toute façon, elles sont là quand même pour régler des situations générales et les plus fréquentes. On réglera de toute façon pas toutes les situations particulières dans la convention, mais il y a peut-être des points qui fonctionneraient pas bien ou qui donneraient pas satisfaction, notamment pour l'assuré, puisque c'est un des objectifs importants de cette convention. On a parlé de la recherche de fuite tout à l'heure. C'est une réflexion qu'on engage, et on va réfléchir au fonctionnement de cette recherche de fuite, voir si c'est des difficultés de démarrage ou si c'est des difficultés plus profondes. Il y a aussi, je l'indiquais, on l'a vu tout à l'heure sur les congés donnés ou reçus, effectivement, si ça pose beaucoup de difficultés, si on n'arrive pas à régler ces problèmes, peut-être que ça fera partie des évolutions, comme les dommages immatériels. Il y a aussi une autre question qu'on avait évoquée, puisque c'est quand même une convention de compromis, donc elle a un périmètre qui pourra
peut-être être un peu plus étendue. C'est vrai que la question des locaux professionnels aujourd'hui sont réglés qu'en tranche 1 parce que finalement c'est assez simple, mais la question de les mettre aussi en tranche 2 peut se poser. Après, elle pose beaucoup de questions pratiques, donc à voir si effectivement on arrive à trouver des solutions ou pas, ou ça a un intérêt de la mettre dans la convention ou de les laisser en dehors de l'IRSI. La question aussi de la subsidiarité de l'immeuble, parce que c'est vrai qu'on a intégré le CNO. Est-ce qu'effectivement maintenant le taux de pénétration des contrats CNO sera suffisamment important pour qu'on puisse se passer de cette subsidiarité de l'immeuble? C'est toutes ces questions qu'on va se poser en analysant effectivement les premiers retours. Je pense qu'il y a des nouveaux groupes de travail qui seront mis en place. Comme finalement dans la première version, les experts avaient été associés quand même aux réflexions, donc de toute façon ils seront également associés aux réflexions futures, mais voilà, pour dire que c'est quand même une convention qui a vocation quand même à évoluer, à s'améliorer. Il n'y aura pas forcément de révolution, mais l'idée c'est qu'on arrive à faire après une version 2 qui soit encore meilleure que la première. Je vous propose qu'on enchaîne, qu'on continue. Je suis bien conscient que c'est un petit peu dense, donc on va passer aux questions-réponses. On avait dit qu'il y en aurait à la fin de ces différentes interventions. Je vais les laisser les voir s'afficher à l'écran. Je vais les découvrir en même temps. Je reprends le micro parce que je ne les vois pas sur mon écran, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Et on va voir si... Alors, Toulouse nous pose une question. En incendie IRSI, s'applique-t-elle entre deux maisons non mitoyennes? Tranche 2. Michel, je te laisse répondre si c'est évident. Prends le micro. Le micro. Il faut prendre les micros pour. La convention de mémoire dit immeuble voisin ou mitoyen, donc dans les deux cas, a priori, oui. Hein, A priori. non, mais moi, effectivement, on parle de mitoyen ou voisin, donc moi, je vois pas ce qui s'opposerait. Là, je ne sais pas dans quel ordre il faut que je commence, vu que ça n'a pas bougé. Dites-moi là, parce que je suis perdu dans les questions. Ça part du bas ou... Alors, je pars de Pontivy, 17h11. Prochaine étape, des règlements d'application pratiques vont-ils être rédigés? Est-ce qu'il y aura des règlements d'application pratiques? Il faut prendre le micro pour... Ils sont ouverts. D'accord. Des règlements d'application pratique. La convention elle a été faite différemment, effectivement. Oui, je sais qu'on était attaché à ces règlements d'application pratique. Aujourd'hui, c'est plutôt un encadré qui va dire la règle principale et le texte en dessous. Des règlements d'application pratique, non, des notes de commission d'application qui vont pouvoir répondre aux interprétations du texte, oui, mais pas de règlement d'application pratique. J'avais une question. Oh là là, j'ai perdu ma question. Besançon, le diaporama nous sera-t-il transmis après la conférence? Merci, d'accord. Ok, oui, pas de souci, bien sûr, on transmettra les éléments, ça sera plus simple pour en reprendre connaissance. Et je crois que la conférence sera également enregistrée, donc elle pourra être revue à la suite. Besançon, notion de recherche de fuite infructueuse, quand mettre fin aux investigations? Bon, on va pas répondre à toutes les questions, hein, mais bon, c'est compliqué. Non, mais il y a plein de questions techniques. Je pense que la question fait référence au cas de blocage, recherche infructueuse. Donc, à partir de quand on considère que la recherche est infructueuse et qu'on est en cas de blocage et qu'on refile le bébé au syndic? C'est. Je pense pas qu'il y ait de réponse. C'est le travail de l'expert, on va dire. Oui, voilà. Hein, au cas par cas, travail de l'expert. IRSI s'applique-t-elle dans les EHPAD ou les centres hospitaliers? C'est en direct, hein, on n'a pas forcément bibliographie. On se la garde et on réfléchit en répondant aux autres questions, ça viendra peut-être. Alors pareil, sur des notions d'application, on nous parle, est-ce que IRSI s'applique dans les logements d'habitation associatifs?
Changement d'habitation, oui. Oui. A priori, oui. Ce que je vous propose, c'est compliqué de répondre en direct. En tout cas, nous, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra note des différentes questions. On les remontera au niveau de la FFA et du GCA pour que des questions soient apportées à ces différentes questions. On va essayer de vous donner quelques avis, mais on reviendra précisément avec des éléments écrits sur les différentes questions. Besançon, le seuil de la convention IRSI va-t-il être rehaussé? Si oui, sous quel délai? Alors, moi, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais ça fera partie des questions, en tout cas, qu'on pourra se poser lors de l'évolution, donc dans 3 ou 4 ans. Une question de Toulouse. Opposabilité aux assureurs, ok, mais que se passe-t-il lorsque c'est le propriétaire qui conteste la tranche? Le propriétaire, l'assuré propriétaire. De toute façon, les conventions ne leur sont pas opposables. Donc, ouais, je ne comprends pas trop la question aussi. Donc, oui, mais c'est pas opposable au CNO, la convention, donc c'est à l'assureur de gérer avec son assuré. Oui, on avait posé la question à propos des dispositions de l'annexe 4 qui disent l'expert doit recueillir, du moins essayer de recueillir l'accord des différentes parties concernées. Et effectivement, on avait posé la question, quid si on n'a pas cet accord et qu'après il y a une contestation. Et je sais qu'en groupe de travail, il nous avait été répondu, c'est le problème des assureurs de gérer la contestation. Donc vous faites votre rapport sur les chiffres que vous considérez comme justes et l'assureur y gérera. Donc le recours, s'il y a un recours, sera fait sur la base de votre rapport puisque le REC est opposable et ce sera à l'assureur de gérer son problème avec son assuré. Voilà. Une question de Lyon. La mise en apparent étant une modalité de la recherche de fuite, doit-elle être prise en charge par l'assureur gestionnaire, même si les travaux sont hors du local sinistré? Alors là, on a eu la réponse aussi, puisqu'on nous a dit que les passages en apparent étaient assimilés à des recherches destructives. Mais en l'occurrence, ça ne change pas. Sauf que théoriquement, à partir du moment où c'est une recherche destructive en dehors du local sinistré, la main passe à l'assureur de l'immeuble, et donc c'est à l'assureur de l'immeuble de prendre en charge normalement. Vous êtes d'accord avec? Est-ce qu'également dans la salle, vous avez des questions éventuellement à soulever? Alors on n'a pas d'hôtesse, on va promener le micro. Alors, moi j'ai une question et après un petit constat, si c'est possible. La question c'est dans le sens de la recherche de fuite. Un exemple, on fait une recherche de fuite non destructive qui détermine une fuite sur alimentation quelconque sans déterminer le point précis de la fuite. Est-ce que le passage en apparent peut être aussi pris en compte? Parce qu'on a déjà fait une recherche de fuite non destructive. Est-ce que le passage en apparent, lui, peut intégrer aussi en complément? Oui. Puisque certains assureurs déterminent que si on ne connaît pas le point précis de la fuite, c'est pas, la recherche de fuite n'a pas abouti. Donc, bon. Moi, je pense que si une recherche non destructive n'a pas abouti, qu'une recherche destructive est nécessaire, comme on nous dit... Alors, elle aboutit dans le sens, on sait que la fuite se localise sur un tronçon de l'alimentation eau froide. Elle aboutit. Mais où, on ne sait pas. Est-ce qu'on considère que... Là, effectivement, je pense que les dispositions de la Convention ne répondent pas à cette question, de savoir, effectivement... Il y en a qui considèrent que, à partir du moment où on sait que c'est sur tel tronçon, le reste, c'est de la réparation. Bon, là, il y a des avis qui sont effectivement divergents et à mon avis, la Convention ne répond pas à cette problématique. Mais des avis qui ont toujours été divergents, de toute façon, même avec la CIDRE et sur ce type de problème. Ça a toujours existé et effectivement, IRSI n'a pas réglé ce type de problème, quoi. Alors moi, j'ai juste une autre petite... alors c'est pas une question, c'est juste un constat. Pour madame qui représente les assureurs, c'est simplement, je pense que l'objectif avoué de la Convention, c'est quand même d'améliorer le parcours de l'assuré et du client. Aujourd'hui, pour améliorer le parcours de l'assuré et du client, il faut aussi améliorer le parcours de l'expert.
Aujourd'hui, les informations qui nous sont transmises par les différentes compagnies correspondent pas du tout à ce qui avait été vendu au départ. On n'a rien dans l'émission. Donc l'expert part à la pêche aux informations. Les experts sont des techniciens et pas nécessairement des détectives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les informations sont totalement sommaires et c'est vrai que c'est à nous d'aller chercher toutes ces informations-là pour remplir au mieux les objectifs qui nous sont fixés. Je vais laisser répondre, mais juste, je pense que déjà la disparité est complètement différente entre les assureurs. Il y a des assureurs qui donnent des renseignements très précis sur l'émission et d'autres, effectivement, où c'est sommaire. Mais donc ça, c'est un point, on avait déjà évoqué, qui est remonté, qui vont s'améliorer. Mais je vous laisse répondre à la question. Non, mais je confirme que c'est vraiment un point qui a été remonté. C'est un point sur lequel on a alerté plusieurs fois en commission d'application. Je note que visiblement, c'est pas encore... parfait, mais voilà, on va essayer de le faire remonter et d'insister auprès effectivement des assureurs que eux aussi jouent le jeu vis-à-vis des experts. Oui, Pierre. Est-ce que pour les 4 ou 5 cas qu'on va trouver comme étant des cas récurrents, pour lesquels il y a 2 directions possibles, pour lesquelles donc la convention IRSI ne répond pas, où on a 2 directions possibles. On parlait du locataire, pour moi c'est le bon exemple, le locataire qui donne ou qui reçoit congé le lendemain ou le surlendemain du sinistre. Est-ce que j'ai bien compris que le temps de la modification de la convention pouvait durer un certain temps? Nous avons aujourd'hui des clients sur lesquels la majorité d'entre eux, leur parcours est effectivement amélioré, comme le disait mon confrère. Pour ces clients-là, pour ces assurés-là, est-ce que, indépendamment de la décision FFA qui sera prise et qui met du temps, on a bien compris, il ne serait pas opportun, vous y réfléchirez, de nous donner une orientation qui ne sera pas une orientation conventionnelle, mais qui sera une orientation dans la transition, pour dire, voilà, aujourd'hui, pour le locataire, on va vous donner comme orientation de faire comme ça ne sera pas une confirmation que nous avons tranchée comme ça, mais dans la période transitoire, donnez-nous une école. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon, chacun va faire comme il l'entend sur ces cas-là, et chaque assureur va nous donner des informations contradictoires, et les techniciens que nous sommes experts, nous ne pourrons pas interpréter la convention en fonction de chaque assureur. Ce sera totalement compliqué pour nous. Et ça pourrait être un moyen pour vous de ne pas nous dire, voilà, on a tranché, mais de nous dire, tant qu'on n'a pas tranché, on fait comme ça. Ce serait quand même déjà bien, ça ne vous engage pas sur l'avenir, mais ça nous permet, et ça permet à nos équipes de savoir sur quel pied danser. Parce que si un assureur nous dit, dans les cas des locataires, vous faites comme ça, l'autre nous dit, non, nous on fait comme ça, on ne va pas s'en sortir. Et aujourd'hui, on a, même si ce n'est pas un nombre important de dossiers, vous avez vu qu'il y en a 8000 par mois qui tombent, ça veut dire 100 000 par an. En un an, même si ça n'est que 5% de ces 100 000, ce sera quand même 5000 dossiers sinistres où on aura chacun qui fera sa petite sauce. Et je pense que ça peut être important que vous nous donniez au moins en nous disant, voilà, on va dans cette direction, on ne tranche pas la convention, mais dans la période transitoire, on recommande d'aller dans cette direction. Je pense que ça pourrait nous aider grandement. Alors je pense qu'il y a des réflexions qui seront menées sur ces différents sujets. Moi, ce qui me paraît compliqué, c'est de donner des directions qui pourraient être contraires au texte. On a un texte, il faut forcément quand même que les directions qu'on peut donner soient conformes au texte. Après, effectivement, en commission d'application, pour régler certains problèmes, on recommande voilà, une manière d'appliquer, etc. Je pense que ça peut être envisagé, ou des solutions pratiques qui pourraient être mises en place par tous les experts. Ça peut également être envisagé. Après, on a un texte, et je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même le respecter, et les assureurs ne peuvent pas donner de consignes qui seraient contraires au texte. En tout cas, c'est compliqué. Et là, on parle des cas où le texte est relativement muet. Le texte est muet, chacun interprète comme il l'entend. Et c'est le risque. On va arriver au bout de 2 ans où on va avoir 2 écoles. Il faut qu'on en soit tous conscients. Les experts seront en fonction des cas d'espèce dans une école ou dans l'autre. Et les écoles changeront au gré des mandants qui nous désigneront en fonction du cas où on est gestionnaire pour Maïf, on va être gestionnaire pour AXA, pour Allianz, pour Generali, pour Groupama. J'en cite beaucoup pour pas qu'il y ait de... Voilà. Mais c'est peut-être ce sujet-là où vous pourrez avoir... ça nous aiderait. Je pense que ça nous aiderait parce que
les dossiers, on va les déposer. Donc on va les déposer dans cette phase-là et jusqu'à la fin de l'année et pour toute l'année prochaine en indiquant chacun ce qu'il ressent. Et là, on sera quand même dans des situations où il faudra qu'à un moment, on puisse avoir une tendance, quoi. Ça sera pas forcément. Je sais pas comment vous pourrez le formuler. J'ai bien compris que la formulation juridique est importante et que vous pouvez pas, mais qu'on ait au moins une tendance, peut-être même pas écrite, mais qu'on ait une tendance. Pas écrite, c'est plus difficile, mais... Non mais voilà, non, mais il faudra qu'on ait une tendance. Moi j'entends, je pense que ça fait partie des réflexions qu'on pourra avoir dans le groupe de travail avec les experts et qu'on pourra éventuellement prévoir. Après, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on trouve un accord entre tous les assureurs qui ont des manières de gérer qui sont différentes et des approches aussi différentes dans la gestion de sinistres. Donc j'entends, je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir et on va peut-être trouver des solutions sur certains cas ou des propositions à faire dans certaines situations. Je ne sais pas si on arrivera à toutes les régler, mais en tout cas c'est un travail qu'on peut faire effectivement dans le cadre du groupe de travail avec les experts. Voilà, pour rebondir juste avant la prochaine question, juste pour compléter, c'est vrai que nous, c'est tout le travail qu'on essaye de faire au niveau de la CEA et des groupes de travail qui sont mis en place par la FFA, c'est de se réunir, de faire remonter les problèmes. Je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes, de difficultés qui sont connus, on essaie de les analyser. Après, les solutions, elles ne sont pas toujours très simples, comme l'a dit Anne-Sophie, il peut y avoir des intérêts différents entre les assureurs, etc. Et donc, il faut comprendre que parfois, pour trouver la solution, c'est pas forcément si évident que ça, et c'est pour ça que ça demande parfois un petit peu de temps pour répondre. Donc, en tout cas, les groupes de travail mis en place permettent déjà d'être conscient de ces difficultés-là, de répondre quand on peut, puis les autres, il faut un peu de temps pour que tout ça se mette en place. Je voulais simplement rajouter et rebondir sur ce que dit Pierre. Je me fais le porte-parole des courtiers assureurs de bailleurs sociaux. C'est une galère, vous ne pouvez pas imaginer. On a des assureurs qui nous disent appliquez la convention IRSI à la lettre. Et ça génère derrière un travail énorme de l'assureur et du courtier d'action en remboursement. Si vous avez une connexité, par exemple, de plusieurs appartements voisins du local sinistré, je pourrais citer quelques cas, et on fait des rapports qui sont absolument déments à lire et à appliquer, en répartissant les tranches 1, les tranches 2 entre tous les appartements voisins. Et vous avez des assureurs qui disent « nous ne voulons pas prendre en charge ». Donc, il faut dire à chaque bailleur social, débrouillez-vous parce que votre assureur a dit on vous aidera pas, et d'autres disent si, on prendra tout en charge et on se débrouillera derrière. C'est une sacrée pagaille. Donc si on avait quelques orientations globales ou génériques, comme dit Pierre, ça pourrait nous aider parce qu'actuellement personne ne sait comment faire. Alors après, en tout cas sur la démarche des assureurs, ils n'ont pas effectivement tous la même démarche. Après, le principe quand même des conventions, c'est qu'elles ne sont pas opposables aux assurés. Donc c'est quand même, en cas de difficulté, normalement à l'assureur de faire ce qu'il a à faire et après, éventuellement, de faire des actions en remboursement si nécessaire. Ils ne le font pas forcément tous, on ne va pas se voiler la face, ils ne sont pas tous la même politique, mais c'est vrai que normalement, ils ne pourraient pas opposer la convention à leur assuré. C'est quand même le principe de base des conventions entre assureurs. Mais en tout cas, je suis intéressée par vos retours dans le cadre de l'analyse qu'on peut faire par la suite de la Convention et des évolutions possibles. Oui. Oui, ça marche. Je vous propose qu'on prenne une question, peut-être une dernière après, puis après qu'on s'arrête là. Ça fait déjà un petit moment qu'on discute et on arrêtera la retransmission. Je vous laisse poser la question. Bref. Charles Paléarne, Dio Immobilier. Je voulais savoir par quel canal vous récoltiez les observations des assurés, puisque l'un des objectifs de la Convention, c'est justement d'améliorer la situation des assurés, sachant que la partie qui relève d'IRSI est celle que les assureurs délèguent systématiquement. Alors, c'est une très bonne question. On reprend toutes les remontées. Alors, de manière générale, c'est quand même plus via les assureurs, les gestionnaires, via les experts. On peut avoir des remontées aussi via des courtiers. Enfin, voilà, c'est pas l'assuré directement. Après, nous, on reçoit quand même, je vais être totalement honnête, sur la boîte mail générique de la FFA, des questions d'assurés
sur l'application de l'IRSI, donc ce qui nous donne quand même une idée aussi des questions qui peuvent se poser. Il y en a pas non plus 50 000, hein, je vous rassure, mais il y en a quand même de temps en temps. Je crois que GCA aussi a reçu quelquefois quelques questions aussi d'assurés. Donc voilà, par ce biais. Après, si d'autres personnes peuvent s'en faire l'écho et nous les remonter, nous, on est vraiment dans cette première étape. L'idée, c'est de voir ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui peut être amélioré. Après, on n'arrivera jamais à une convention parfaite qui réponde à tous les problèmes, mais si elle peut être améliorée dans une V2, c'est quand même la volonté de la profession d'arriver à une convention la meilleure possible, en tout cas de prendre en considération les difficultés rencontrées, notamment aussi par les assurés, puisque c'est un point important des réflexions dans cette refonte. Merci, je crois que je vais vous écrire alors. N'hésitez pas. Je crois que je me tourne un peu sur le côté gauche, j'ai eu moins de questions. Je ne sais pas si vous avez un échange ou si on s'arrête là. Non, on a pas mal échangé. Donc moi, ce que je vous propose, il y a sans doute d'autres questions encore. Je regarde François Estrade qui a eu encore la gentillesse de s'occuper des différentes questions. Nous, on va de toute façon, toutes les questions, François Thiers, les récupérer, comme je vous ai dit, et on essaiera d'apporter une réponse écrite sur celle-ci. Quand on le peut, si on ne peut pas, on mettra des pistes. On transmettra les questions, on travaillera CEA, FFA dans le cadre des groupes de travail. Voilà. Donc, merci à tous. Je crois qu'on s'arrête là. On va aller se réunir. On peut encore discuter un petit peu à la suite, mais on va arrêter maintenant la conférence. Merci à vous tous à nouveau et merci à nos invités. Merci beaucoup.